Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Spoilers, saison 3, épisode 2. Je me permets de commencer cette émission par vous souhaiter une bonne année, auditeurs, auditrices de Spoilers. On est très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format podcast, vous le savez. Désormais, on va prendre le temps de discuter de tout plein de sujets. Voilà, vous n'aurez plus de musique, plus de... Voilà, maintenant on discute, on laisse la place au dialogue. Et vous le savez, ce qui ne change pas, ce qui ne changera jamais, c'est mes comparses, bien évidemment, Guillaume et Briac qui sont avec moi. Ça va les gars ? Ça va. Ça va bien, ouais. Bonne année les gars. Bonne année, ça. Bon, on va pas faire comme à la télé évidemment, on s'est souhaité bonne année déjà, mais voilà, ça fait très plaisir de vous retrouver pour une émission que j'attendais beaucoup personnellement. On va parler d'un sujet assez vaste. Avant de vous présenter notre invité et le sujet du coup de cette émission, je vous invite à aller voir un magnifique calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de période précise pour déguster le petit calendrier de l'Avent, les petits chocolats que vous a préparé Guillaume sur notre Twitter. On a eu le plaisir d'avoir moultes invités qui nous ont fait le plaisir de faire des capsules audio, une par jour. Et c'est extrêmement réussi, donc déjà bravo Guillaume pour ça. Et merci à toutes et à tous les participants et participantes de ce calendrier de l'Avent. C'était très cool et évidemment c'est écoutable et réécoutable à l'infini. Avant de vous expliquer le sujet de cette émission, de vous le présenter, laissez-moi justement vous présenter notre invitée, Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour, alors moi je vous ai pas encore souhaité une bonne année, donc bonne année. Bonne année Justine. Bonne année Justine. Bonne année. Justine, tu es docteur en littérature médiévale et spécialiste de la légende arthurienne dans les films et les séries. Est-ce que j'ai bon ? 20 sur 20. Et professeur en littérature française, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. C'est toujours très précieux d'avoir des gens comme toi. On a eu déjà des invités universitaires, on va dire, et c'est toujours extrêmement précieux d'avoir une analyse précise et justement professionnelle, on va dire, de ces univers-là. Voilà, Littérature médiévale, justement, puisqu'aujourd'hui on va parler de séries, évidemment, ça vous le savez, et on va parler de fantasy, de séries fantasy. Est-ce que voilà, c'est aussi une de tes spécialités. C'est très large, hein, évidemment, la fantasy, c'est volontairement très très large. On va explorer quelques exemples. J'ai envie de commencer peut-être justement par toi, Justine. Si on devait définir un petit peu la fantasy, qu'est-ce que c'est toi ta définition comme ça, très largement, voilà. Alors très largement, la fantasy, c'est ce qu'on appelle un genre transmédiatique. Ça veut dire que déjà ça se développe justement sur plusieurs médias en même temps. C'est pas uniquement de la littérature ou du cinéma ou de la musique, c'est tout ça un peu simultanément. Donc ça a une influence en fait sur la façon dont le genre s'est constitué. Et de façon essentielle, la fantasy, c'est un type de récit où la magie et le surnaturel ont une place importante. Voilà, c'est-à-dire que c'est des mondes où la magie soit est admise au quotidien avec des créatures merveilleuses, par exemple. Voilà, on pense aux elfes, on pense à toutes les créatures un peu fabuleuses qu'on peut voir dans le monde d'Harry Potter ou des choses comme ça. Ou alors après, ça peut être aussi, par exemple, notre monde, ou un monde qui ressemble étonnamment au nôtre, dans lequel petit à petit la magie va s'intégrer et voilà, c'est le principe de Buffy par exemple, hein, qui est censée être une lycéenne ordinaire et qui du jour au lendemain se retrouve obligée de combattre des vampires et plein de créatures comme ça. Voilà, donc c'est un monde de magie, avec une magie positive ou non, hein, d'ailleurs, mais c'est un monde où la magie et le surnaturel prennent beaucoup de place. D'accord. Est-ce que, du coup, la fantasy telle que tu l'as décrit, elle englobe vraiment ces personnages issus de la littérature et du film de monstres, on va dire, plus classique, comme tu le disais justement, les loups-garous, les vampires, le monstre de Frankenstein, etc. C'est vrai que moi, je pensais plutôt que la fantasy était vraiment... ces univers qui sont plutôt orientés médiéval, justement, médiéval fantastique même, voire peut-être plus moderne, mais quand même avec cette racine d'avoir un peu ce classicisme dans les races qui sont représentées, les elfes, les nains, le Seigneur des Anneaux, quoi, en somme. Ou est-ce que vraiment, comme tu le dis, ça recouvre en fait tout un tas de genres qu'on pourrait tout aussi associer à du fantastique, notamment? Alors effectivement, hein, c'est la fantasy, ça fait partie de les littératures, ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Ce qui fait que globalement c'est cousin avec le fantastique, avec la science-fiction,
au point que, en fait, quand la fantasy débute à proprement parler, c'est au milieu du XXe siècle. Les premières grosses œuvres de fantasy, hein, c'est les années 50 avec Tolkien, avec Lewis qui a écrit Le Monde de Narnia, avec White qui écrit The Once and Future King. Donc tout ça, c'est la fin des années 40 et surtout les années 50. À l'époque, en fait, la fantasy vraiment commence à naître pour elle-même, mais jusqu'à avant, elle se mêlait à la science-fiction. On considérait que c'était un seul genre, en fait. C'est vraiment après que ça a pris des branches séparées. Et encore aujourd'hui, en fait, on sépare un peu les branches parce qu'il y a quand même des grands noms. Voilà, Tolkien, ça va être la fantasy, et la SF, ça va être plutôt Asimov, par exemple. Mais malgré tout, on a énormément d'œuvres et énormément d'auteurs qui vont puiser dans tout ça à la fois et qui créent des œuvres qui sont pas faciles à aiguiller dans un sens ou dans l'autre. Vous prenez le cas de Star Wars. Star Wars, ça crée des débats assez tendus entre les fans et entre les spécialistes pour savoir si c'est de la SF ou si c'est de la fantasy. Donc voilà, bon, j'ai mon avis sur la question et je veux pas me faire lyncher, donc je le donnerai pas. Oulala. On ne voudrait pas s'attirer les foudres, effectivement, des fans de Star Wars, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le point commun de ces genres-là, c'est la sortie du réel, quoi. Voilà, le médiéval peut être quelque chose, un biopic sur... du coup, le roi Arthur, j'allais prendre un exemple, mais le roi Arthur, est-ce que c'est pas une espèce de contre-exemple, justement, parce que... Le roi Arthur, avantage et inconvénient, c'est que c'est une légende qui, globalement, apparaît au XIIe siècle. On a quelques textes avant, mais le gros morceau, ça apparaît vraiment au XIIe siècle. Et il y a eu des réécritures, globalement continuelles, depuis cette époque, ce qui fait que des versions du roi Arthur, on en a des milliers, mais dans des styles différents. Hein. Vous prenez, je crois que c'était Transformers 5, de Michael Bay, il y a le roi Arthur dedans, et il y a des robots aliens venus de l'espace. Enfin, voilà, donc le roi Arthur, on peut le mettre à toutes les sauces, hein, c'est aussi l'intérêt. On peut faire des versions aussi où il n'y a pas du tout de magie, donc où il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de science-fiction. Ça a pu s'adapter, mais ça reste de la fiction. Oui, alors j'en profite pour glisser un petit mot. Le roi Arthur n'a pas existé. Voilà, c'était là où je voulais en venir sur ce thème-là. Est-ce que du coup, qu'est-ce que c'est toi en ce qui te concerne dans le monde des séries justement? Quel est ton premier souvenir de série fantasy qui t'a vraiment marqué? Beaucoup en fait, parce que j'ai beaucoup regardé de séries en grandissant et toujours aujourd'hui en fait. C'est l'avantage de pouvoir avoir un métier où on utilise ses passions en fait. Hein. C'est que voilà, je passe mon temps à regarder des séries, mais globalement, ouais, j'ai grandi avec des séries comme j'ai évoqué Buffy, mais comme Charmed par exemple. Après on a beaucoup de séries jeunesse, hein, qui soient animées ou pas, mais qui intègrent de la magie d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai grandi avec tout ça, et le gros, j'ai envie de dire, élément déclencheur de mon parcours, ça a clairement été Kaamelott en 2005, qui est une série de fantasy, même si la magie est relativement peu présente dans la série, hein, on verra les films plus tard, mais voilà, ça a été une façon aussi pour moi, de découvrir que la fantasy, c'était aussi d'autres récits possibles, et notamment des récits humoristiques. Parce que, voilà, moi j'étais pas très vieille quand même à l'époque de Kaamelott, je connaissais pas encore trop le détail, et c'est à cette époque où j'ai découvert Terry Pratchett par exemple, et les Annales du Disque Monde, et à partir de là vous avez un univers immense qui s'ouvre à vous, et vous vous rendez compte que la fantasy, non seulement ça peut émerveiller, ça peut permettre de rencontrer des créatures et d'avoir des récits absolument fabuleux, mais que aussi on se marre. Voilà, c'est pas que des mondes extrêmement déprimants où tout le monde meurt dans la boue. On a plein de possibilités aussi très drôles, et voilà, ça a été un élément un peu déclencheur quand même dans mon parcours. D'accord. On va revenir un petit peu sur toutes ces séries-là, Kaamelott, etc. Par la suite. Briac ? Oui, moi j'ai juste une question, parce que tu nous disais, Justine, que c'était un genre transmédiatique, la fantasy, et je me demandais justement ce qu'étaient les autres œuvres marquantes, qui ont participé à la mise en place des conventions du genre, en même temps peut-être que les romans de Tolkien ou de Lewis, justement, qui soient peut-être des films ou des œuvres musicales. Alors oui, il y a énormément de choses. Alors en fait, parmi les précurseurs de la fantasy, on évoque souvent William Morris, qui est pas un auteur de fantasy à proprement parler, parce qu'en fait il se situe lui au 19e siècle et c'est pas encore de la fantasy, mais William Morris, c'est un des personnages marquants du mouvement Arts and Crafts,
C'est-à-dire qu'il crée aussi beaucoup de décors, beaucoup d'illustrations. Voilà, des effets de papier peint qu'on pourrait voir aujourd'hui, mais c'est vraiment une esthétique particulière. Donc en fait, voilà, parmi les ancêtres de la fantasy, on évoque l'épopée, on évoque les contes de fées, des choses comme ça, mais il y a aussi ce mouvement graphique et esthétique qui est assez important. Et bien à partir du moment où, j'ai envie de dire, les arts visuels et audiovisuels notamment ont pu s'emparer du sujet, c'est-à-dire très rapidement, on a des films de Méliès, par exemple, les premiers films, ça va être inspiré des Mille et une nuits, ça va être inspiré de la légende du roi Arthur ou des choses comme ça. Donc c'est pas encore, tu vois, de la fantaisie, mais c'est déjà aussi des choses qui posent des jalons petit à petit. Et à partir du moment où on a pu avoir des effets spéciaux ou des effets normaux qui tiennent la route, on a eu un cinéma aussi de fantasy qui a pu vraiment prendre de l'ampleur. Je pense au film Excalibur de John Boorman qui date de 81, qui tient quand même encore énormément la route aujourd'hui, que ce soit visuellement ou rien que pour la musique qui est utilisée dans le film. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois. Donc voilà, ça se développe petit à petit. C'est vraiment le roman qui pose les bases de tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on associe souvent la fantaisie au Moyen-Âge. Parce que les grands noms de la littérature de cette époque en fantasy, Tolkien, il est linguiste, mais il est linguiste médiéviste. Lewis, il est littéraire, mais médiéviste. White, il a une passion pour le Moyen-Âge. Enfin voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a tendance à associer la fantasy à cette époque, même si globalement, on peut avoir de la fantasy qui se passe dans le futur. Mais du coup, ça fait que est-ce que c'est fatalement très occidental, du coup, comme héritage, parce que voilà, ça reste commun. On va parler dans cette émission de séries du coup, Wheel of Time, The Witcher, Camelot également. Voilà, ça reste très occidental et pas du tout. Voilà, on pourrait aller du côté des animés par exemple, de ce genre de choses. Il y a là aussi parfois un héritage fantasy. Qu'est-ce que t'en penses? Alors ouais, la différence c'est que la fantasy c'est quand même quelque chose de très occidental et j'ai même envie de dire très anglais à l'origine. D'accord. Ça veut pas dire que c'est réservé au Royaume britannique, voilà, soyons clairs, mais à l'origine c'est quand même quelque chose de très anglais qui s'est ensuite développé un petit peu d'abord dans le monde anglophone et dans l'Occident de façon plus large. Mais c'est vrai qu'après quand on prend le manga par exemple ou les animés, il y a tout un autre héritage culturel et d'autres références qu'on n'a pas forcément ou pas de façon aussi marquée en Europe. Donc voilà, c'est des genres qui vont avoir leur propre code. La fantasy, on la fait remonter souvent aux contes de fées. Alors là, ça va être Perrault, Grimm, Andersen, donc quelque chose de très européen. On fait remonter ça aussi aux épopées antiques, l'Iliade, l'Odyssée, donc une culture gréco-latine. On peut lier aussi l'épopée de Gilgamesh, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose d'encore plus ancien, mais ça reste, on va dire une culture européenne au sens très large du terme ou occidentale au sens très large. Et heureusement, maintenant, il y a plein de croisements dans tous les sens. C'est aussi tout l'intérêt d'un espace mondialisé, mais pour après pouvoir étudier le manga ou des choses comme ça, il faut mieux connaître les autres références asiatiques et notamment japonaises pour pouvoir comprendre ce que les créateurs cherchent à faire. D'accord. On va aussi assez peu parler de séries d'animation dans cette émission. On va rester sur du live action justement. Et Briac, je t'ai pas demandé toi ton rapport à la fantasy justement. C'est quoi toi aussi parce que je sais que tu en es féru. On se connaît un petit peu en privé. Mais la fantasy précisément, parce qu'on parlait de l'opposition, s'il y a lieu d'être, entre la fantasy et la science-fiction, et c'est vrai que parfois c'est ténu. Toi, dans ton cas? Moi, je pense comme beaucoup de gens de ma génération, puis un peu de nos générations, je pense, c'est avec Le Seigneur des Anneaux que ça a commencé, avec les adaptations de Peter Jackson, qui sont sorties quand j'étais petit, puis ça a été ma première vraie exposition à la fantasy, avec les Harry Potter aussi, bien sûr. Et de là, après, j'ai eu envie de lire Le Seigneur des Anneaux, et puis ensuite, C'était foutu déjà là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le Seigneur des Anneaux a vraiment, une génération vraiment qui s'est pris ça en pleine poire, et c'est vrai que ça nous a tous un peu marqué. Mais bon, voilà, on est content. Enfin, moi, j'ai très bien vécu ce passage-là, vraiment. Et Guillaume, du coup?
Pareil, tes souvenirs plus anciens de la fantasy, peut-être à la télé par exemple. Comme tu es vieux. Voilà, c'est ça, comme je suis vieux et décati. Non, je pense que globalement, mon premier souvenir, un des souvenirs d'univers fictionnel issu de l'imaginaire qui m'a vachement marqué à la télé, mais c'est pas une série, c'est un film, c'est Willow dans la fantasy, le film de Ron Howard. J'allais en parler quand Justine a mentionné Excalibur, moi ça me fait penser à Willow aussi. Ouais. Parce que pour le coup, je l'ai vu vraiment en étant très petit. Il est sorti en 84 au cinéma, donc je l'ai évidemment pas vu au cinéma, mais j'ai dû le voir quelques années plus tard dans une énième rediffusion obscure à la télé, et je crois que ça a vraiment marqué mon imaginaire au fer rouge, clairement, parce qu'il y avait des scènes, c'était un peu crado, quoi, et il y avait des choses qui étaient vraiment flippantes quand on était plus jeune, aussi bien dans les effets que dans le mood de certains personnages, quoi, un peu vicelard, un peu malsain comme ça. Et puis ensuite, à la télé, purement à la télé, je pense qu'on va être plein à partager ces souvenirs-là. C'est clairement Hercule et Xena la guerrière, quoi. Si vraiment je dois me souvenir d'un truc qui remonte à cette époque-là, c'est ça. En live action, ouais. J'aurais beaucoup d'exemples de séries dessins animés à la limite, mais séries live action, ouais. Parce que voilà, ça passait dans des moments où on avait le droit de regarder la télé, parce que c'était un feel good quelque part, quoi. C'était un peu en tout cas dans mon souvenir, on avait vraiment ce symptôme du Monster of the Week, avec des scénarios qui étaient un peu inconséquents, mais toujours un peu une certaine forme de bonne humeur, très naïve. Et puis même si c'est le souvenir que j'en ai, et je pense après y avoir un peu plus intéressé ces derniers temps, qu'il y a certainement des choses qui étaient assez dramatiques dans ces séries, notamment chez Xena. Ah ouais? Par exemple, genre, j'ai pas de souvenir. Moi, j'ai vraiment un souvenir global de Xena. L'actrice, elle a un truc qu'elle lançait, un disque qu'elle lançait, elle coupait des têtes, mais à part ça, je vous avoue que dans le détail. Et Lucy Lawless est absolument fabuleuse, et voilà, ça, on est tous d'accord, mais effectivement, il y a des trucs super dark dans Xena, des histoires. Ah ouais, j'ai aucun souvenir de ça, des trucs dark. Gabrielle, elle a un enfant qui est un fils de démon, etc. Et du coup, il y a des coup dur. Il y a des choses pas spécialement joyeuses. Après, Xena, c'est dérivé du coup de la série Hercule. Hein. Elle commence en même temps. Hein. C'est 95 pour les deux séries. Hercule, c'est quand même aussi des histoires, alors avec des gros monstres généralement. Donc voilà, il y a un petit côté Power Rangers, c'est un petit peu, voilà, le héros qui combat des monstres toujours plus faramineux. Mais c'est quand même des gros enjeux et moins de sentiments peut-être dans Hercule, clairement. Mais petit à petit, Xena, ça a pris une tournure très profonde aussi, hein, pour certains personnages. On a peut-être oublié un petit peu ça, ce côté dilemme cornélien de l'héroïne ou des choses comme ça, mais ouais. Peut-être des choses qu'on percevait moins aussi en étant enfant, quoi. Mais moi, j'ai aimé ces univers-là, comme plein de gens comme ça à l'époque, mais j'ai poussé, et ça, je pense que moins de gens l'ont fait, j'ai poussé le vice jusqu'à regarder une série qui est très clairement l'héritière, pour le coup, de ces séries-là, qui était Legend of the Seeker, adaptée de l'Épée de Vérité. Qui, je pense pour beaucoup, est quand même perçue comme étant une série assez nulle, et qui, à l'époque, pour le coup, moi, quand j'avais découvert ça et que j'étais justement un petit peu en manque de séries fantasy, m'avait plutôt plu. On était justement un peu post-Seigneur des Anneaux, tu vois, et on se posait un peu... moi, je cherchais un peu ce truc, quoi. Et au début, ça partait assez bien. Il y avait ce truc très classique de la fantasy, avec ce jeune héros qui se découvre une capacité, une destinée, le mage qu'il faut aller convaincre de nous aider, tout ça, la femme sage et empreinte d'un pouvoir mystique. Bref, et j'avais adoré, mais bon, la série a été annulée au bout de 2 saisons, si je me trompe pas. Aïe. Et donc ça n'a pas été beaucoup plus loin, mais du coup, voilà, les productions Sam Raimi, hein, il faut noter que c'est des productions, tout ça c'est des productions Sam Raimi, le réalisateur d'Evil Dead, etc. Evil Dead, qui aime les monstres et qui aime le dégueu, et ouais. Qui a posé sa petite pierre à l'édifice de la fantasy à la télé. Et moi, c'est ça, je pense, qui a forgé un peu des souvenirs, même si on est plus dans la mythologie que dans la fantasy, on va dire, à proprement parler. Justine a dit si. Si. Ok. C'est le tampon, si. T'es dans vraiment tous les codes, mais ce qui est devenu maintenant même des clichés du genre. Ah bah oui, quand t'as listé là le mage et machin, et il y a une épée fantastique, Guillaume, dedans aussi. Comment ça se passe?
Je ne dirai rien. Bravo. Par contre, si vous voulez voir une série ou des séries de fantasy un peu kitsch, mais qui restent de la fantasy, etc., je vous conseille les séries de fantasy des années 80 parce que on n'avait pas encore les moyens techniques qu'on a eu au milieu des années 90 avec justement Xena, Buffy, Charmed, etc. C'est très particulier. J'ai pas trop d'adjectifs positifs pour les décrire, mais c'est fabuleux à regarder. Je vous conseille notamment, il y a une série qui date de 83 qui s'appelle Wizards and Warriors, qui est archi kitsch avec les héros qui ont des costumes à paillettes, etc. Enfin, très années 80, quoi. Et une série qui s'appelle Mister Merlin, où c'est Merlin l'Enchanteur qui est devenu garagiste à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Et il prend un apprenti, mais juste regardez pour l'épisode où il renvoie un prof, je crois, je sais plus trop, son rêve c'était d'être chevalier, donc il le renvoie dans le passé pour qu'il combatte un dragon, sauf que quand vous êtes en 81, 82, vous n'avez pas les moyens de faire des dragons en effets spéciaux, Aïe, aïe, aïe. et ben vous filmez un iguane sur fond vert, et vous incrustez dans l'image un iguane géant, face à un mec en armure dorée fluo, c'est absolument fabuleux. Ça brûle un peu la rétine, par contre. Ah oui, là, oui, déjà à l'oreille, ça a l'air délicieux, hein, vraiment. Il me tarde d'aller déguster, d'accord. Mais de toute façon, on revient sur Merlin, on revient sur la légende arthurienne, mais il y a eu pléthore, oui, j'ose le mot. Il y a eu pléthore de séries. Bon, on a parlé de Kaamelott, évidemment. On va faire le point Kaamelott, hein, aussi dans chaque épisode, vraiment, avec le point Twin Peaks de Briac. Mais Kaamelott, Merlin aussi, hein. Il y a eu tout simplement Merlin. Il y a quelques années sur la BBC, ouais. Il y a eu une série aussi, alors qui a fait qu'une seule saison pour plein de raisons, qui s'appelle Kaamelott, mais écrit Camelot, qui est une série canado-irlandaise, si je dis pas de bêtises, avec Joseph Fiennes qui jouait Merlin, qui est fabuleux. Merlin, voilà. Et que c'était bien alors, c'était... Non. Eva Green. Non. Mais parce que alors il y a Eva Green, mais par contre quand vous prenez une petite balle perdue pour Eva pour Green. jouer Arthur, ça ne peut pas marcher, si tu veux. Qui ça, pardon? Une patate. Non, c'est un acteur, alors évidemment dont le nom m'échappe actuellement. C'est l'acteur qui jouait dans Sweeney Todd et il jouait le jeune marin qui accompagne Sweeney Todd avec Johnny Depp. Ah oui. Pas particulièrement marquant comme acteur. C'est ça, pas le plus charismatique. Et quand on le met face à Eva Green et face à Joseph Fiennes, il se fait un petit peu bouffer. Voilà. Mais il y a eu une saison, c'est la chaîne Stars, hein, donc c'est pas mal de nudité, une très belle image. Voilà. Mais Alors j'ai sous les yeux, effectivement, c'est tout simplement délicieux. Joseph Fiennes a le crâne rasé? C'est bien lui? Ah bah j'aurais pas reconnu Joseph Fiennes. Ouais, il y avait quand même une relecture, en tout cas une proposition par rapport à Merlin, d'un Merlin un peu badass, quoi, comme ça, qui casse des bouches un peu, qui était pas inintéressante. Ouais, et un Merlin qui, je pense, a servi un petit peu d'inspiration aussi, plus ou moins directement, mais il y a eu assez récemment une adaptation de Cursed la rebelle. Oui. Où il y avait aussi un Merlin un peu dans ce style-là, interprété par Skarsgård. Série qui aussi a été arrêtée au bout d'une seule saison. Donc je pense que les producteurs ont décidé que quand le Merlin était trop original, on faisait qu'une saison. Voilà, ça ne marche pas. Il nous faut une barbe longue et des cheveux hirsutes pour Merlin. Sinon ça marche pas. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que malgré l'idée qu'on peut se faire que la fantasy est un genre qui, comme elle demande des moyens, n'est apparu que finalement assez tard dans l'histoire de la série télévisuelle, finalement, elle a toujours été plus ou moins présente. Enfin, tu disais que ça remontait jusqu'aux années 60 dans les premières traces de séries. Ça, je trouve que c'est assez... moi, j'ai été assez surpris, effectivement, j'imaginais... Alors, évidemment, c'est lié aussi à ma culture et aux séries que je connais, mais comme dans ma tête, il y avait un côté très... oui, il faut avoir un peu de moyens quand même pour représenter cet univers-là. On peut moins jouer sur ce que pouvaient faire des séries comme La Quatrième Dimension, où on est beaucoup sur une espèce d'épure comme ça, des moyens pour distiller quand même un message. Je trouvais ça intéressant, effectivement, que... oui, on puisse peut-être évoquer ces premières séries fantasy. Ouais, après, là, c'est aussi l'avantage de, par exemple, l'animation, parce que tu vois, en animation... il y a la possibilité de représenter de la magie, des sorciers, des dragons, des choses comme ça, dans un budget qui va être moindre que si on devait le faire avec des prises de vue réelles. Donc c'est pour ça que les premières séries qui se développent vraiment en fantasy,
ça va être Shazam, c'est 67-68, si je dis pas de bêtises, c'est sur CBS. Donc on est aux États-Unis, il faudra attendre 10 ans pour que ça soit diffusé en France. C'est un monde inspiré des Mille et une nuits globalement, mais c'est de la fantasy, mais d'animation. Donc voilà, c'est pour ça que dans les années 60, tu vas voir ça. C'est à partir après des années 80 où on va avoir même des œuvres européennes, mais qui vont être adaptées souvent aux États-Unis. C'est le cas de la série des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, c'est Peyo, ça c'est à côté de chez nous. La série, c'est Hanna-Barbera, donc c'est les États-Unis. Voilà. On a été un peu en retard en Europe sur ça, mais question de moyens aussi. Et puis, j'allais dire, on essaye de se rattraper, mais on a quand même un train de retard. On peine un peu. Effectivement, les États-Unis ont pris le relais là-dessus plutôt récemment, puisqu'il y a des séries fantastiques qui ont, notamment j'en ai une en tête, Briac. J'ai pas besoin de te dire laquelle c'est. Justement, je me demandais parce que là, on est dans un contexte sur lequel on va revenir. On a beaucoup de séries fantasy aux accents médiévalistes qui vont arriver dans les mois qui viennent, qui sont déjà arrivées pour certaines. Alors, tu as évoqué déjà toute cette finalement tradition télévisuelle de la fantasy qui est là depuis les années 60 et Guillaume, tu parlais aussi de l'évolution des moyens qu'on alloue aux séries et donc aussi de la démocratisation des images de synthèse qui permettent de représenter ces mondes plus aisément, mais cette espèce de boom on l'associe aussi pas mal à Game of Thrones finalement, et je me demandais, est-ce que toi tu penses que ça résulte vraiment de Game of Thrones, c'est une conjonction aussi de ces facteurs en termes de moyens ou d'héritage aussi télévisuel de la fantasy? Ouais, je pense qu'il y a une conjonction justement alors, il y a plusieurs choses, mais il y a un vrai tournant qui est marqué au début des années 2000 avec cet engouement pour la fantasy lié à ce qu'on a évoqué, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Donc, qui fait que il y a eu un intérêt croissant, et à partir des années 2010, on voit que les studios et les chaînes aussi se rendent compte que les séries, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'autre avec. Donc ça veut dire que les chaînes, certaines chaînes, bien sûr, pas toutes, mais certaines chaînes vont investir beaucoup plus, certains studios vont investir beaucoup plus dans les productions. Et à partir des années 2010, dans toutes les séries en fait, dans tous les genres, on a un tournant narratif. Notamment, on a des séries qui vont prendre un peu plus d'ampleur. C'est l'époque de Lost aussi. Voilà, on se rend compte que on peut avoir des récits complexes, même si on sait pas forcément où ça va, comme dans le cas de Lost. Mais voilà, il y a eu toute cette conjonction là, et Game of Thrones a été un petit peu le résultat de ça, d'un engouement croissant pour la fantasy, de HBO qui a mis des moyens colossaux déjà pour l'époque, ce qui est rien comparé à ce que ça a été à la fin de la série Game of Thrones, mais déjà pour l'époque c'était conséquent, et qui ont mis les moyens pas seulement dans les effets visuels, mais aussi justement dans les interprètes, dans l'écriture, dans l'achat des droits aussi d'une saga littéraire qui fonctionnait, qui est pas fini, mais ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, il y a eu tout ça, et l'avantage de Game of Thrones, c'est que ça a permis encore un petit peu plus de décloisonner la fantasy, c'est-à-dire de pas faire que ce soit uniquement un genre de niche, comme c'était beaucoup le cas avant. Alors, il y a eu une première étape d'ouverture qui avait été justement cette vague des années 2001 avec Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, et là on a eu Game of Thrones qui a permis de montrer aussi aux adultes, et pas que aux enfants, parce qu'on a tendance à limiter Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter aux enfants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, ça a été l'occasion de montrer que ça pouvait plaire à un large public, et pas que les fans du Seigneur des Anneaux qui le lisent depuis le berceau, quoi. Ouais. Et est-ce que aussi ce qui a pu jouer, c'est aussi peut-être j'ai eu ce sentiment-là que HBO cherchait à montrer d'emblée que oui, on est dans la fantasy, on n'est pas on est dans le médiéval, mais ce que je me souviens, moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est aussi la toute première scène de Game of Thrones, c'est les marcheurs blancs. Maintenant, on le sait, mais à l'époque, on savait pas. Oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces gens tout morts dans la neige. Maintenant, on en sait un peu plus. Mais c'est la première scène, et il y avait quand même peut-être ce côté affiché de on est dans le fantasy, adulte, comme tu le disais, qui tâche et qui est violent et qui tue des gens et compagnie. Est-ce que ça a pu jouer selon toi? Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, quand HBO a prévu un pilote de Game of Thrones, parce qu'allait devenir Game of Thrones, il n'y avait pas cette scène, ce prologue justement où on voit les membres de la garde de nuit qui vont par-delà le mur et qui découvrent des cadavres et qui donc
tombe sur les premiers marcheurs blancs. Il n'y avait pas ça, et ça a été rajouté par la suite parce que justement, en fait, un des grands leitmotifs de George Martin dans Le Trône de Fer, donc qui a servi d'inspiration à Game of Thrones, c'était de faire de la fantasy pour les gens qui aiment pas la fantasy globalement. Ouais. Et ça se sent. Hein. Voilà. Et c'est pour ça en fait que lui, il a amené les éléments magiques de façon très ténue au début. C'est vraiment au compte-gouttes parce que au début, on a des histoires qu'on entend sur les marcheurs blancs, mais on n'y croit pas trop. Hein. Tout le monde dit oui, non, mais c'est des histoires de vieilles femmes, personne n'y croit. Les soldats qui reviennent du mur et qui sont à moitié fous parce qu'ils ont vu des marcheurs blancs. Bon, bah de toute façon, on les décapite, donc on leur laisse pas trop le temps de parler. Voilà, et il faut attendre en fait la fin du premier tome pour avoir la naissance des dragons auxquels on croyait plus trop et le retour de la magie. Et Game of Thrones, ça va être ça en fait, c'est le retour petit à petit de la magie. Alors, même les marcheurs blancs, tu vois, tu disais maintenant on en sait un peu plus. Bah si tu regardes bien, on sait pas grand-chose sur eux quand même. Hein. On en sait un tout petit peu plus, effectivement. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, c'était bien amené parce que ça a permis aux gens qui justement n'étaient pas fans d'accrocher quand même. Et d'accrocher ceux qui sont fans peut-être de Moyen-Âge et compagnie. Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était inspiré des Rois Maudits aussi, Game of Thrones, si je dis pas de bêtises. Tu m'arrêtes, hein, ça se trouve. Non, c'est tout à fait ça. C'est ça, et donc les Rois Maudits, c'est très Moyen-Âge, quoi. C'est pour le coup, c'est pas fantastique, quoi, pour le coup. Non, alors il y a quand même des histoires d'empoisonnement, des histoires de choses comme ça, mais effectivement, on n'est pas dans de la magie. Après, quand on dit c'est inspiré, effectivement, j'ai eu l'occasion de relire Les Rois Maudits il y a quelques années. Oui, effectivement, George Martin, c'était pas la peine qu'il le dise, qu'il s'était inspiré des Rois Maudits. Hein, ça se voit, il y a des personnages, ils sont calqués. C'est de l'hommage appuyé dans ce cas-là, c'est ça ? Ah ouais. Non, mais il a réussi à faire quelque chose vraiment avec un autre univers et avec ses propres personnages, donc ça marche. Hein. Mais effectivement, quand tu regardes en détail, tu dis ah ouais, mais le personnage de Varys, par exemple, oui, hein, il est copié-collé globalement. D'accord. Est-ce que je pose un peu la question à tous les trois, mais est-ce que vous pensez que justement c'est cette alliance de fantastique et de Moyen-Âge pur qui a fait tout ce succès-là, Guillaume ? Je suis assez d'accord avec le fait que sûrement Game of Thrones a été un succès parce qu'elle était très sage dans la représentation des choses très imaginaires. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Parce que et même en fait si on remonte au Seigneur des Anneaux, enfin j'ai l'impression qu'à un moment donné il y a quand même des gens qui se sont dit que les délires entre guillemets très fantasmés de la fantasy avec ces mages en robe, ces créatures fantastiques qui pouvaient faire prêter à sourire dans des designs qui étaient parfois assez fantasques, etc. étaient peut-être pas assez sérieux pour qu'un public justement mature et en tout cas pas forcément versé dans ces imaginaires-là soit dans l'adoption immédiate du truc. Et c'est vrai que quand on voit Game of Thrones, pour le coup, c'est vrai qu'on est au-delà d'être dans en plus la recette entre guillemets, si tant qu'il y en a une, mais HBO de quelque chose de très qualitatif, de très sérieux, de très sur les personnages, le relationnel entre les personnages, des personnages très écrits, tout ça, quelque chose de très ancré dans une certaine forme de réalité. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la force du Seigneur des Anneaux comme de Game of Thrones, c'est que ça s'inscrit dans une certaine forme de réalité. Ils arrivent à créer leur réalité. Et elle est très peu perturbée par quelque chose de complètement fantasmagorique. Et d'ailleurs, moi, ça a été un de mes grands regrets en mini-digression cinématographique, on va dire, mais sur Harry Potter, de voir que l'expression, notamment des pouvoirs magiques, était aussi terne, en fait, comparé à l'imaginaire qu'on pouvait développer par rapport à ça. Typiquement, en fait, ils ont des baguettes magiques, c'est des flingues, quoi. Ils lancent des projectiles, c'est comme des balles, quoi. Non, c'est vrai, il y a un côté comme ça. Et du coup, c'est pour ça que, même si maintenant, grâce à Justine, j'en ai la réponse, oui, Game of Thrones, c'est de la fantasy comme beaucoup d'autres choses, mais moi, ça me faisait même me poser la question de est-ce qu'on peut vraiment dire que Game of Thrones, c'est de la fantasy ? Parce que si on considère, par exemple, que quelque part... alors oui, bon, il y a les marcheurs blancs, et donc il y a quand même quelque chose de plus magique, mais même on peut dire que les dragons, quelque part, sont une espèce animale, qui font partie de la faune de Game of Thrones, mais il y a vraiment ce truc, effectivement, très
presque terre à terre, Ouais. qui, bon, plus la série avance, moins quand même, elle l'est effectivement, notamment parce que les marcheurs blancs ils prennent une plus grande place. Mais je crois que c'est aussi comme ça effectivement qu'elle a pu devenir grand public. Parce que ouais, elle balançait pas que c'était une série issue des cultures de l'imaginaire, mais que c'était plutôt une série un petit peu comme Viking. On n'est pas sur de la reconstitution historique, mais on est sur quelque chose de plausible et sur des personnages en particulier, quoi, sur une géographie, sur des rapports de force, sur quelque chose de politique, quoi. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait. Moi, j'ai presque l'impression qu'ils veulent tuer un peu la fantaisie, ou en tout cas le côté magique de la fantasy, tu vois. Les dragons, par exemple, c'est vrai que les dragons, ça fait... Bah, moi, j'adore les dragons, tout le monde aime les dragons. Je veux dire, c'est dans un truc, c'est toujours badass, un dragon, tu vois. C'est des dinosaures qui crachent du vois, feu. donc là, ils mettent une saison à arriver. Par contre, quand ils sont là, il y a 3 dragons, on les voit matin, midi et soir, on sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils ont maté à la téloche, et on sait tout. On monte dessus. Après, il y a John qui arrive, je peux monter sur ton dragon, il monte sur le dragon, il fait faire un tour. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là de, il y a de la magie qui est, enfin, il y a, sacralisation. Voilà, il y a du fantastique qui est là, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pour vous attirer, mais ce qui va vous faire rester, c'est qui a tué Lord Arryn et qui va tuer qui et qui machin, quoi. C'est vrai que c'est peut-être ça qui fait ça, parce que je pense par exemple un truc qu'on n'a pas mentionné mais qui pour moi est hyper aussi important dans la fantasy de nos années là, c'est Skyrim, qui est The Elder Scrolls 5. Oui. 5, j'ai eu très peur. Là, pareil. Déjà qu'on a les fans de Star Wars sur le dos, on va pas se mettre les fans de Skyrim dessus. Mais c'est vrai que Skyrim, pour le coup, c'est très, oh là là, dragon, enfant de dragon, on va magnifier ce fantastique. Mais voilà, et Skyrim a été un cataclysme dans le jeu vidéo, où vraiment, on sait tout. Même moi, je me disais, je me souviens de Briac d'ailleurs, on était au lycée, Skyrim, je ne connaissais pas Elder Scrolls. J'ai ça a l'air sympa, et c'est vrai que voilà, tu joues à Skyrim et t'as des races incroyables, tu découvres les Khajiit, tu découvres les dragons, tu découvres tout ça. Et en fait, finalement, on est assez loin d'un Game of Thrones, je trouve. Mais est-ce que pour autant c'est un cas isolé, ce succès Game of Thrones, justement, dans ces univers-là? De cette ampleur-là, oui. Parce que, en termes de succès pur, voilà, oui. En termes de succès, oui. En termes d'impact sur l'imaginaire, sur le grand public, etc. Après, Game of Thrones, ça appartient à un sous-genre de la fantasy. Alors, un sous-genre, c'est pas au sens de valeur, hein, c'est si on essaie de diviser la fantasy en plusieurs catégories, c'est ce qu'on appelle la dark fantasy ou la gritty fantasy. Donc dark, hein, c'est la fantasy sombre. Gritty, c'est un adjectif qui veut dire râpeux, rugueux. En fait, c'est l'adjectif pour décrire du papier de verre. Voilà, ça pique, okay. Ça fait mal. Et Game of Thrones, ça appartient à cette catégorie-là. C'est un genre de fantasy où alors tout est pas noir et blanc, parce que c'est une image qu'on a aussi souvent collée à la fantasy, et notamment au Seigneur des Anneaux, à tort, d'ailleurs je pense, mais c'est l'idée qu'il y a les gentils contre les méchants, et que les gentils gagnent, et que tout est bien qui finit bien, et le roi légitime est revenu, et il épouse la princesse, et enfin voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus nuancé, hein, des bons personnages dans Game of Thrones, au sens de personnages qui incarnent le bien. Eh ben, si éventuellement il y a Sam, voilà, Samuel Tarly, mais c'est à peu près tout. Je pense que le prénom Sam est quand même extrêmement positif, hein, dans la fantasy. Donc voilà, mais de vraiment gentil, faut chercher, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont tous un petit peu. Brienne, peut-être. Oui. Même si elle tue énormément de gens. Ouais, elle arrache l'oreille d'un mec avec ses dents, enfin. Oui, bah. Forcément, si c'est grave, oui. Si les sévices physiques rentrent en jeu, là. Mais enfin voilà, donc on a des personnages nuancés, avec des objectifs ambigus, etc. Et justement, la dark fantasy, ça va être de montrer que, de toute façon, le monde est sombre, tout le monde est corrompu. Globalement, j'ai envie de dire, la vie c'est de la merde. C'est un petit peu l'idée, hein. Game of Thrones, c'est de la boue, du sang, de la sueur et à peu près toutes les sécrétions corporelles auxquelles on peut imaginer, hein, donc voilà. C'est pas spécialement joyeux comme univers. Même celles qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est surtout celles qu'on ne peut pas imaginer. Voilà, il y a une phrase de Ramsay Bolton dans la série, hein, qui dit si vous pensez qu'il y a une fin heureuse, c'est que clairement vous n'avez pas bien suivi ce qui se passait. Donc voilà, on nous avait prévenu en même temps, hein, depuis le début, que ça allait pas bien finir, mais parce que
ça a été présenté comme George Martin dans ses romans et ensuite par les showrunners et par par HBO, ça a été présenté comme une forme de réalisme. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur des univers qui créent leur réalité. Et Game of Thrones, ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire que ça a été un argument marketing de dire nous, on n'est pas dans le Moyen-Âge de la fantasy du Seigneur des Anneaux ou de Disney, hein, globalement. C'est pas un monde de fantasy où tout est rose. C'est réaliste parce que au Moyen-Âge, si un seigneur croisait une paysanne, ben, il l'aurait violée et il lui aurait coupé la tête juste après, juste pour le fun. Alors, je mets ma casquette de médiéviste, hein, très rapidement, mais non, c'est pas ça non plus, le Moyen-Âge, hein, je suis désolée. C'est pas qu'une question de dragon ou pas, c'est pas une époque plus violente que la nôtre, c'est d'autres normes, etc. Parmi les arguments que j'entends des fois, c'est ouais, mais il y avait beaucoup de guerres. Ah oui, heureusement qu'au XXIe siècle on n'a plus de guerre, c'est bien ça, c'est vachement cool. Petite reco qui me vient sur une vidéo de Nota Bene qui explique bien, qui prend plein de clichés sur le Moyen-Âge. C'est comme quoi c'est une période où il n'y a pas eu d'avancée scientifique, enfin scientifique c'est un grand mot, mais non mais si, il y a des sciences au Moyen-Âge. Non mais sur la médecine, etc. Et la vidéo est trop intéressante parce que c'est quand même quelque chose qui a duré 2-3 ans, le Moyen-Âge, donc forcément il y a eu énormément d'avancées, mais on a cette image, enfin on pourrait dire qu'on a une image dark du Moyen-Âge, quoi. Donc Game of Thrones a peut-être c'est peut-être un monde où les clichés qu'on a sur le Moyen-Âge sont vrais, quoi, du coup. Sauf que les gens pensent que c'est réaliste, quoi. C'est ça, mais parce que ça a été présenté comme tel, hein. Ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce que Game of Thrones a pris une place à la télévision? Est-ce que ça a réussi parce que, au-delà des raisons qu'on vient d'évoquer, c'est juste que quelqu'un devait le faire à cet instant T, que eux ils ont tenté, ils ont mis les moyens et ça a surcartonné? Ou pas, parce qu'il y a plein d'autres exemples de séries globalement fantasy qui ont eu lieu, et pour le coup animation ou pas, et pourtant aucune n'a eu ne serait-ce que la moitié du succès de Game of Thrones, quoi. Donc c'est quoi le truc? Parce qu'en France, par exemple, on a quand même assez peu de séries fantastiques, enfin de fantasy, on en a une, c'est Kaamelott, et pour le coup, c'est pareil. Il y a aucun autre équivalent en France de séries triple A. Ah, Justine trépigne. Non, c'est pas ça, c'est que je pose la question de savoir si Kaamelott c'est une série française, hein, c'est produit par une équipe française avec un studio français, des acteurs français, etc. Mais regarde l'inspiration sur laquelle ça s'appuie. La légende arthurienne, ça naît en France, mais aussi principalement en Angleterre. Et Astier, il s'inspire. Alors certes, au niveau de l'écriture des textes, on a du Audiard, on a du De Funès, on a des choses comme ça, mais on a énormément d'esthétiques qui viennent de Star Wars, qui viennent de Stargate, qui viennent de Warhammer. C'est vrai. Tu vois, c'est pas que français Kaamelott en fait. Il y a clairement des clins d'œil au Monty Python qui sont anglais, hein, pour une grande majorité d'entre eux qui sont anglais. Donc c'est ça. Je pense que on est arrivé à un stade avec des œuvres comme Kaamelott où on peut plus se limiter à une seule esthétique, un seul pays, tu vois. Et Kaamelott, je pense, a puisé aussi dans beaucoup de choses très larges de cette culture occidentale. On en a d'autres, hein, des séries, on en a quelques autres, des séries de fantasy, mais en France, on va surtout faire de l'animation, clairement. Après, tout dépend ce qu'on met dans la fantasy. Est-ce que Astérix, tu le mets dans la fantasy? Bah, si j'en crois ta définition de début d'émission, oui. Oui, mais oui, bah oui. Moi, je le mets dans la fantasy, mais voilà. Mais donc, ça veut dire qu'on a aussi pas mal de choses à ce niveau-là, en fait. Briac, la fantaisie en France, parce que toi tu es fan de Kaamelott évidemment, hein, on le dit, on parlera pas des Comme des on le films dit à chaque épisode. principalement, oui forcément, mais justement toi comment t'expliques peut-être qu'il n'y a pas eu de doublons ou d'autres séries qui ont retenté derrière vraiment d'apporter ce truc-là, quoi. Bah, je me l'explique et je m'explique pas. Je me l'explique parce que d'une certaine manière, on est un peu frileux en France pour tout ce qui est dépensé en termes de cinéma ou de séries télévisées de genre. C'est-à-dire que quand il y en a une qui se fait ou quand il y a un film qui se fait et qu'il se plante, après on tentera pas. Alors que bon, même si on sort 90 comédies par an et même si on a une qui se plante, on continuera à faire des comédies. Mais c'est toujours dur de relancer des projets de genre. Là où c'est dommage. Bah, Netflix a tenté quand même plusieurs fois, tu vois, de proposer ce genre d'univers. Donc, c'est ça. Alors ce qui est dommage justement, c'est que en France, on est un pays où on a quand même
un vrai vivier en termes de littérature dans les genres de l'imaginaire. On a énormément de productions en fantasy, il suffit de se rendre dans une librairie, quoi. Il y a énormément de livres qui sortent, de recueils de nouvelles, etc. Et c'est pas vers ça qu'on va puiser finalement dans le cadre d'adaptation pour l'instant, genre pour des propositions à Netflix, alors que c'est clairement ce qui se passe aux États-Unis, puisque là les séries dont on va parler maintenant, c'est toutes des adaptations littéraires en fait. Ah, tu penses que c'est le conseil que tu donneras à Netflix? Je sais pas si c'est le conseil, mais je trouve ça étonnant qu'on ait en fait toute cette réserve d'œuvres adaptables avec des univers qui sont prêts, avec des récits qui sont déjà construits et qui n'attendent que ça, et qu'on y touche en fait assez peu, mais ça concerne beaucoup de choses en France. Hein. Non, après, il y a aussi pas mal de choses qui sont en développement actuellement. Voilà, il y a une adaptation, donc animée cette fois, mais de la quête des Willan de Pierre Bottero, alors, il y a eu déjà des adaptations en BD, etc., mais là, en version animée, il y a des adaptations de Jaworski qui sont en cours aussi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont dans les plans plus ou moins avancés, mais bon, depuis 2020, tout est un petit peu au point mort pour des raisons qui échappent à notre volonté. Mais voilà, il y a des choses, mais c'est vrai que on a un train de retard, mais parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, et c'est vrai que je pense que les studios, les investisseurs en France sont encore un petit peu frileux sur ces questions-là, parce qu'il y a toujours une forme de stigmatisation qui dit que les genres de l'imaginaire c'est pas sérieux, que voilà, il y a plein de choses derrière, donc bon, on avance doucement. Heureusement, pendant ce temps-là, il y a effectivement les grands studios américains qui nous livrent plein de séries et plein d'adaptations, parce que, comme tu le disais, il y a des grandes sagas littéraires notamment qui demandent qu'à être adaptées, mais après il y a aussi des scénaristes qui écrivent de la fantasy ou de la science-fiction et qui demandent aussi qu'à voir leur travail mis en image. Donc voilà. Si vous avez de l'argent à dépenser, que vous voulez investir dans l'animation ou les séries françaises, n'hésitez pas. Faites-le. On a cité quand même 2-3 choses, je peux pas m'empêcher d'en nommer une qui fera peut-être plaisir à certaines parties de nos auditeurs auditrices et peut-être pas du tout plaisir à d'autres, mais quand même, en France, on a une web-série qui possède moultes épisodes et qui est issue du coup de ce genre de l'imaginaire, de la fantasy et donc surtout du médiéval fantastique qui est Noob, quand même. Merde. Alors certes c'est extrêmement amateur. Sur le papier oui, quand tu regardes oui, mais ils se revendiquent comme étant encore des amateurs. Je veux dire des amateurs ayant des moyens, ayant de plus en plus de possibilités, ayant des millions, tu veux dire, littéralement. Qui pour une large population représente justement une fantaisie à la française avec de nombreux arcs, une histoire qui se développe depuis 9 saisons. Sur plusieurs médias différents. Sur plusieurs médias différents, oui. Donc il y a quand même un succès, et là issu complètement de l'univers du jeu de rôle, jeux vidéo, MMO, etc. quoi. Mais après, voilà, on a d'autres choses. Sur le jeu de rôle, on l'a pas évoqué, mais on a le Donjon de Nullbuck, qui était une saga audio à l'origine, déclinée maintenant, je sais plus combien de formats différents. Voilà, c'est pareil, alors des styles bien particuliers. On a des choses très humoristiques en fait dans la fantasy française. Ouais. Et encore une fois, je pense que l'influence de Kaamelott qui est pas pour rien, parce que ça a montré que c'était faisable. Donc voilà, c'est peut-être la particularité de la fantasy française audiovisuelle. Peut-être que voilà, nous on est sur la branche humoristique. Revenons du coup sur ces fameuses séries AAA, les sacro-saints studios américains qui du coup eux ont les sous pour nous proposer de grandes séries. Je vous propose qu'on se focalise sur 2 séries principalement pour aller un peu plus dans le détail plutôt que voilà d'en lister plusieurs. Wheel of Time, qui a été produite par Amazon Prime assez récemment. Et là ensuite on ira vers The Witcher pour le coup. J'ai envie de lancer Briac par exemple. Qu'as-tu pensé de cette série Wheel of Time? Donc une saison, 8 épisodes pour l'instant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est très compliqué de dire ce que j'ai pensé. Faut savoir que j'ai pas lu les romans, donc je les approche avec perspective de néophyte. Toujours est-il que j'ai pas énormément accroché personnellement à la série pour un ensemble de raisons qui sont que par exemple je suis pas du tout fan de son esthétique et de son traitement visuel au niveau global, si bien des costumes que des décors, même si
je reconnais au moins qu'il y a une certaine qualité, c'est qu'ils se sont écartés. Ça ressemble pas au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et ça ressemble pas C'est non vrai. plus à Game of Thrones. Donc il y a un choix au moins, il y a quelque chose d'un peu une approche un peu particulière. Moi, j'accroche pas du tout à cette approche, mais au moins il y a une tentative. Après, j'ai trouvé ça assez difficile de rentrer dans la série, notamment à cause des dialogues et de pas mal des interprètes que je trouvais assez figés. Et en fait, moi, ça m'a fait penser, sans vouloir créer de nouveau une polémique, mais De nouveau. C'est clair. 2022, c'est l'année des polémiques. Et Briac est le spécialiste de ça. Hein, je suis un peu dangereux, moi, dans ce... Waouh, au vitriol. Les shitstorms qu'on se tape sur les réseaux sociaux à cause de lui, c'est... Donc tu te calmes. Et ça m'a fait un peu penser en fait à la prélogie Star Wars justement dans ces dialogues et dans ce côté un peu figé qui fait que t'as l'impression que c'est un peu écrit par des aliens, tu sais pas vraiment si c'est des êtres humains qui ont déjà vu des personnes se parler, ce qui fait que j'ai eu du mal vraiment à rentrer là-dedans. Alors après, Rosamund Pike elle est excellente comme d'habitude, c'est très bien, mais j'ai trouvé aussi globalement la saison était construite assez bizarrement, c'est-à-dire que à la fois c'est très dense, on nous fait comprendre beaucoup de choses sur ce monde, et en même temps quand tu l'as fini tu dis il s'est passé que ça, enfin j'ai l'impression qu'il s'est presque rien passé et que tu connais rien pardon, excuse-moi de te couper, mais tu connais rien du monde, enfin tu te dis, tu comprends qu'il y a des gens qui savent faire des fluides blancs là, qui savent canaliser quoi, Les Aes Sedai. exactement, les Aes Sedai, qu'elles ont un champion machin, ok, mais le reste tu sais pas, enfin il y a 3 Trollocs qui détruisent un village au début de saison, tu les revois à la toute fin. Les monstres, moi, non mais ce que je me disais, moi la série comment, j'ai dit putain trop bien, ça me ferait plaisir une série moderne où il y a du monstre, du Trolloc, qu'on me mette des ogres, qu'on me mette des centaures, qu'on me mette des trucs, enfin moi j'aurais kiffé. Non, pas du tout, ce sont des êtres humains, il y a un mec un peu chelou sur la fin, bâtisseur qui voilà, qui est un peu entre les deux, on lui a mis 3 prothèses et ça passe. Qui a l'air d'avoir mangé un peu trop de soupe à la cantine. Exactement. Qu'on a mis une grosse voix comme ça pour faire genre c'est pas un être humain normal. Bon, et est-ce que t'as le sentiment, Briac, à la fin de cette saison, de connaître cet univers? Pas du tout. Un peu plus, enfin en gros, on a passé du temps, on est allé un peu partout, justement, je sens qu'on est là pour établir un certain nombre d'éléments pour les saisons futures, et je me suis demandé du coup si moi mes soucis aussi avec cette série viennent pas de 2 facteurs, c'est déjà, je suis allé me renseigner un peu, j'ai lu des résumés un peu du premier tome sur internet pour me rendre compte un peu des choix d'adaptation, j'ai le sentiment que le roman est beaucoup plus concentré sur les 5 héros qui sortent les 3 héros, du coup, voilà, sortent des Two Rivers. Ah, il y en a que 3 dans le roman? Non, mais disons que alors je veux pas spoiler les romans non plus, mais clairement, Maureen elle vient chercher 3 garçons. Et les filles suivent le mouvement pour diverses raisons. Les 2 femmes du groupe suivent le mouvement. Oui, donc déjà, oui, là, dans la série, c'est 5, elle vient chercher 5 personnes, quoi. C'est ça, et honnêtement, 4. Dans le roman, oui, alors 4, parce qu'il y en a une qui se greffe au truc, mais oui, voilà, oui. Maureen la cherche pas parce qu'elle pense que c'est le dragon à l'origine. C'est ça. Peut-être on aurait dû commencer, est-ce que Justine, tu pourrais commencer au cas où, s'il y a des gens qui s'en fichent d'être spoilés sur Wheel of Time, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé très rapide du début de Wheel of Time? Très rapidement, l'histoire est quand même principalement centrée sur le personnage de Rand, qui est, je sais pas comment le décrire, mais qui nous apparaît en fait comme un héros de fantasy assez typique au début. C'est-à-dire que il a une vie un peu humble, etc. Il est avec On l'appelle du héros, quoi. Voilà, c'est avec ses 2 potes et puis la fille qu'il aime, etc. Dans un petit village. Mais rapidement, il y a une attaque de Trolloc et son père qui est blessé hallucine et commence à lui dire des trucs pas très clairs, comme quoi il aurait été adopté, comme quoi il y a une épée, celle-là elle est vachement importante avec un héron dessus et on sait pas d'où elle vient. Enfin voilà, des petites bribes d'infos comme ça qui mettent le doute au lecteur, mais pas à Rand, visiblement, qui trouve ça normal. Et globalement, Maureen va venir chercher dans ce petit village un peu perdu, va venir chercher ce qu'elle pense être globalement la réincarnation du dragon, c'est-à-dire une créature magique, voilà, un être magique qui est censé soit protéger, soit condamner le monde entier, hein, globalement. Et elle ne sait pas exactement qui ça peut être, et elle hésite entre 3 garçons, plus une fille qui est liée quand même au groupe. Et donc elle va emmener toute cette petite bande, plus une 5e qui va les suivre pour essayer de les protéger, et à partir de là, ils partent faire toute une série d'aventures pendant qu'ils sont chassés par les Trollocs. Voilà, ça c'est vraiment le début très
très sommaire, mais qui donne déjà des informations et qui permet de voir en fait que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait on a certes celui qui est présenté comme le héros typique de fantasy, mais on se rend compte que tous les personnages ont quelque chose de spécifique en fait. Ils ont tous un truc un peu magique, un peu bizarre, qui fait que le lecteur peut avoir des doutes sur qui est ce fameux dragon et ce que va devenir la suite du récit. Et donc vous avez, je sais plus combien de tomes à lire ensuite pour démêler tout ça. 14 tomes, je crois. 14 ou 15, ouais. Je crois qu'il y en a 14 et 2 autres qui ont été terminés par Sanderson, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que l'auteur d'origine est décédé et la saga a été reprise. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que quand même cette saison, elle a été pas mal réorientée autour aussi du personnage de Moiraine, qui est joué par l'actrice la plus connue du cast. Et Attends, je reviendrai là-dessus un petit peu après, mais il y a un acteur, j'étais pas mécontent de le voir dans cette série. Et je me suis demandé si, du coup, ça fait une structure un peu particulière et un peu branlante, on va dire. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un souci du fait que le showrunner, dont le nom m'échappe, Rafe Jenkins, commence son adaptation en sachant qu'il a 14 livres ou 16 livres à adapter, donc fait des choix en fait qui sont rétrospectifs. Il adapte pas juste un premier tome, il se dit « Ok, il faut que je pense à mettre cet élément-là en place parce que plus tard ce sera important. » Ce qui est très positif. Ouais, mais en même temps, du coup, il bouleverse la structure du roman d'origine qui était une structure qui a priori fonctionnait, au niveau dramatique, qui te faisait un vrai récit. Et là, il la bouleverse pour placer tous ces éléments-là, ce qui fait qu'au final, on part un peu dans tous les sens, on fait des pauses, on s'arrête, on se retrouve. Et j'ai eu du mal en fait en regardant cette première saison à me dire c'est quoi la ligne directrice, c'est quoi les enjeux clairs, où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce que j'ai regardé quand je finis cette saison-là. Ouais. Et la deuxième question, en fait, le deuxième élément qui fait que je suis un peu très mitigé face à cette série, c'est que de ce que je comprends, Wheel of Time, donc c'est une saga qui a commencé dans les années 80. On est vraiment dans du post-Tolkien, le pur post-Tolkien, un petit peu dans l'heroic fantasy. Et je me demande si c'est pas un peu difficile aussi d'essayer de proposer un successeur à Game of Thrones, qui est une œuvre qui, on va pas l'appeler post-moderne, mais qui déconstruit des clichés de la fantasy, qui réagit à beaucoup de choses qu'avait mis Tolkien. Je pense notamment au fait qu'il y avait George Martin qui disait en entretien que à la fin du Seigneur des Anneaux, Aragorn est roi et tout se finit bien, et lui dit mais moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi sa politique agricole, comment il va se débrouiller, et lui c'est ça qui l'intéresse en fait dans ses récits. On ne sait pas comment règne Bran au passage, mais bon. Et voilà, on ne saura pas non plus. Mais et toujours est-il qu'en fait je me demande si c'est pas difficile de passer d'une œuvre réflexive et qui déconstruit les clichés d'un genre à une œuvre qui est justement au contraire la quintessence de ce genre-là. C'est un peu comme si on avait commencé la vague du début du XXe siècle, de films de super-héros par une adaptation de Watchmen, et qu'ensuite on était passé sur Superman. Tu vois, c'est un peu particulier au niveau du spectateur de passer de ça à ça. Donc voilà. En tout cas, moi, mes réserves tournent autour de ces problèmes-là. Après, ils ont modifié quand même pas mal de choses, outre cette question effectivement, d'avoir puisé des éléments qui vont servir pour la suite, et à l'inverse des éléments qui sont amenés dans le premier tome qui là sont complètement passés sous silence. Mais ils ont aussi ajouté des passages qui, a priori, ne sont pas dans les romans. Voilà, des éléments de backstory notamment sur certains personnages, parce que peut-être qu'ils veulent, clairement ils veulent faire aller le récit, peut-être pas forcément dans une autre direction, mais par un autre chemin. Aussi parce que justement, tu le disais, c'est de la fantasy des années 80, avec ce que ça peut impliquer aussi de choses qui passeraient moins bien aujourd'hui, notamment sur le rôle de certains personnages féminins qui, dans certains romans, voilà, parfois ça aujourd'hui, ça pourrait faire un petit peu tiquer le spectateur. Là, ils se sont appuyés effectivement sur le charisme aussi de Rosamund Pike et sur un casting hétéroclite, j'ai envie de dire. Voilà. Je suis très déçue de l'interprétation. Moi, j'aurais dit décevant, Ouais, voilà, je n'osais pas le dire. Mais hétéroclite, c'est vrai aussi. Mais j'ai des réserves aussi sur Rosamund Pike, je suis désolé, c'est une très bonne actrice, mais elle a pas du tout l'air de savoir ce qu'elle fout là, quoi. On sent c'est peut-être la direction d'acteur qui fait peut-être plus défaut que les acteurs en eux-mêmes, mais on sent qu'on lui a dit alors tu mets les doigts comme ça, et puis en fait il va y avoir un fluide qui va arriver comme ça, et du coup tu envoies. La preuve c'est qu'elle est très forte dans les dialogues ou dans les interactions avec un autre personnage féminin vers la fin de la saison, par exemple. Ok, ça oui, ça j'ai. Par contre les scènes de magie, pour faire simple,
c'est la gadoue, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, où qu'on va. On sent que, mais c'est un défaut que je trouve aussi à d'autres acteurs. Ils ont pas totalement l'air de savoir ce qu'ils sont en train de faire dans cette saison, hein, quoi. Guillaume, on t'a pas entendu encore sur Wheel of Time. Oui, parce que je vais m'inscrire en faux par rapport à tout ça. Ouh là là. Non, mais j'entends effectivement les analyses que vous faites et tout. C'est pas une série qui s'inscrit instant classique. Tout le monde est d'accord et voilà. On peut pas dire à l'issue de cette première saison que c'est une série dont on se souviendra et qui va marquer pour l'instant, en tout cas, la télévision ou les plateformes de streaming. Ça, c'est sûr et certain. Après. Si elle a la chance de se développer, et si, parce que ça n'excuse pas tout, et peut-être que ça n'excuse rien d'ailleurs, puisque c'est du coulisse, donc on peut pas le savoir, mais elle a fait malheureusement aussi les frais du Covid, du confinement, des diverses choses qui ont fait que, notamment sur la fin, voilà, Sanderson, qui est quand même très présent au niveau du conseil, qui a priori relit les scripts, les annote, etc., n'a pas pu le faire sur l'entièreté des épisodes. Bon, il y a des choses qui peuvent s'expliquer de ce point de vue-là, ça peut pas expliquer notamment le casting ou les choses comme ça, mais une fois que, on va dire, la série aura pris son rythme de croisière, on verra ce que ça va faire, et moi je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Voilà. Au-delà de ça, on peut en dire ce qu'on veut, on n'en sait rien, et il y a plein de gens qui diront, à commencer par Charles, a raison. J'ai pas encore donné mon avis, hein. Tu vas voir ce que je veux dire, c'est que on peut pas dire qu'une série est géniale parce que au bout de la 3e saison c'est génial, quoi. Il faut que ça soit génial tout de suite, sinon à quoi bon continuer à regarder. Bref. Et voilà, au-delà de toutes ces considérations, à titre personnel et en tant que spectateur néophyte comme Briac qui n'a pas lu les livres et qui ne connaissait pas du tout l'univers, mais alors pas du tout. Je connaissais de nom parce que c'est quand même, quand on s'intéresse vaguement à tout ça, un nom, La Roue du Temps, qui revient régulièrement comme une saga quand même qui est assez importante, un cycle de fantasy qui est assez important, assez connu en tout cas. Moi, j'ai été embarqué, clairement. En fait, je trouve que ça fait du bien aussi de voir un univers où, visuellement, on n'est pas toujours dans la nuit où il pleut et dans des châteaux sombres à moitié détruits, quoi. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Encore que, il y a un passage comme ça dans La Roue du Temps, mais on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus avec des acteurs, certes, du coup jeunes, des personnages jeunes qui sont quand même un peu plus vieux, je crois, que dans les livres, mais qui du coup apportent un allant un peu plus positif, encore une fois, peut-être. Et j'ai réussi, je sais pas pourquoi, parce que pour le coup, effectivement, par rapport à ce que vous dites, je suis passé à côté de la médiocrité, peut-être, quelque part, mais moi j'ai été plutôt convaincu par le casting, convaincu par leurs interactions. J'ai ressenti des émotions, ce qui me manque souvent dans des séries qui peuvent être bien, où s'il n'y a pas cette petite pointe d'émotion, si à un moment donné les échanges entre les personnages, j'y crois pas et ça va pas me faire un peu ressentir un truc, pour le coup je vais vraiment passer à côté de la série. Ça, je l'ai eu à plusieurs reprises, et je trouvais que la série réussissait quand même à mettre ça en place, notamment dans la relation qu'il y a entre les Aes Sedai et les champions, notamment quand même je trouve que le personnage de Matt, moi, il m'a un peu touché. Je trouve que l'acteur qui l'incarne, peut-être que c'est mono-jeu, on va dire, dans ce côté un peu mec perdu qui fait tout le temps que de la merde, mais je l'ai trouvé assez bon. Voilà. Après, il y a des rôles qui sont plus difficiles à porter que d'autres, et peut-être que aussi c'était compliqué pour certains personnages de le retranscrire comme il le fallait. Mais voilà, et je suis assez... je trouve quand même que la série est assez claire sur son propos en termes d'histoire, quoi. Je veux dire, les personnages vont dans une ville. Dans cette ville, on leur dit ce qu'ils vont faire, en gros, hein, c'est-à-dire se rendre à un point, le point le plus noir de ce qu'ils peuvent connaître pour, en gros, soit se sacrifier, soit résoudre une espèce de prophétie que tout le monde attend depuis des années et des années. Et ils y vont, quoi. Je veux dire... c'est pas plus compliqué que ça, et c'est assez classique pour le coup, et je trouve pas que ça soit particulièrement complexe à comprendre, ou qu'en tout cas on nous ait perdu en chemin. Il y a des gros problèmes de rythme, il y a des gros problèmes de montage aussi. Il y a des moments où tu passes d'une scène à l'autre, où tu fais il manque un bout là, où je rembobine, ah non, il manque pas de bout, c'est très très bizarre ce qui se passe là, ok, très bien. Mais voilà, globalement, j'ai été assez conquis, et visuellement, plutôt là sur le côté immensité du
des décors, reconstitution de certains trucs. J'ai été aussi assez bluffé par certains panoramas qu'on pouvait nous proposer. Tout ce qui se passe à Tarvalon, je trouvais assez qualitatif quand même, les intérieurs et tout ça. Là, pour le coup, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des beaux plans. Alors certes, ils sont un peu figés, donc c'est pas compliqué de faire une composition quand tu fais pas des choses qui bougent, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Donc ouais, plutôt convaincu. Et je trouve qu'effectivement, comme tu le disais, Justine, le fait que ça parte comme un truc très classique avec on cherche un élu pour répondre à une prophétie et qu'on se rende compte qu'en fait ces personnages, ces 4 ou 5 personnages, 6 si on compte du coup Moiraine et son champion, on va dire, sont tous liés d'une manière ou d'une autre et font partie dans cette trame générale justement de la roue du temps, qui est un vrai truc dans l'univers de la série, soit important pour la suite, moi je trouve ça assez malin. Ça donne envie d'en savoir plus en fait, ça donne envie de savoir justement qu'est-ce que ces personnages vont avoir comme rôle à jouer. En plus, on jette un peu des trucs dans cette première saison avec notamment je crois que ça s'appelle les White Knights, qu'on voit très peu et dont on sent qu'ils sont quand même qui sont très drôles quand même, je trouve, pour le coup leur costume design est quand même assez génial. Mais voilà. En tout cas, moi j'aime la promesse de la série, j'aime la promesse de son univers qui, pour l'instant, est assez mystérieux pour moi encore, et j'ai hâte de voir la suite. Et j'avais hâte d'être à vendredi à chaque fois pour avoir mon épisode, et ça faisait quand même, mine de rien, assez longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Donc j'ai plutôt apprécié, quoi, en somme, hein. On va le dire comme ça. Si je dis pas de bêtises, par contre, je crois que c'est l'interprète de Matt qui a pas re-signé pour la saison 2. Ouais. Ah zut. C'est pour ça que je trouve qu'il fonctionne bien aussi. Et par contre, moi, ma petite déception, c'est l'interprète de Perrin, parce que Perrin, c'est un personnage que j'adore dans les romans, qui est à la fois très sensible et qui tape avec une masse ou une hache, donc c'est toujours un truc qui me parle un peu. Donc voilà. Mais là, je sais pas, je trouve que il manque un peu de. Ils auraient mis un bout de bois, ça changeait pas grand chose en fait. Donc voilà. C'est ma petite déception à moi de la série, malgré Rosamund Pike, malgré le potentiel narratif, malgré certains visuels, etc. Voilà, c'est Perrin. Je pense que vous pouvez aller plus loin sur ce personnage. L'acteur a une présence quand même, mais on lui donne rien à jouer en fait. Enfin, on lui donne à jouer quelqu'un qui justement refuse tout et est dans une phase de sa vie où il a envie de rien faire. Donc forcément, le mec se trimballe comme une âme en peine et voilà quoi. Il lui arrive alors je veux pas spoiler avec la suite des romans, mais il lui arrive déjà des trucs là qui sont montrés dans la série. Et si tu regardes bien, c'est pas questionné du tout. Genre, il a les yeux jaunes à un moment. Oui, c'est normal, écoute. Ah oui, c'est pas que moi qui ai pas compris. Je vais terminer du coup cet arc Wheel of Time parce que je vais pas revenir sur exactement tout. Déjà, je suis très peiné que vous n'ayez pas relevé la présence de Alvaro Morte, qui est le professeur de la Casa des Papel dans cette série, qui, alors c'est pas qu'il surjoue, c'est qu'il cabotine dans le truc. On lui a dit, Alvaro, sois torturé. Comme ça, il est dans la cage, comme ça m'a rappelé Les Visiteurs, j'ai adoré quand il le transporte. Vraiment, c'est terrible la présence de Alvaro Morte. Et en fait, moi, j'ai l'impression que la série démarre à l'épisode 5 et que ce qu'il y a avant, c'est une espèce d'énorme intro de 5 heures, hein, du coup, quand même, hein, qu'on se dise, c'est 5 heures d'introduction pour t'expliquer le pourquoi du comment, de où ils vont, de machin, de trucs. Mais une partie, comme disait Briac, et comme disait Justine à l'instant, en distillant des petites choses ça et là, des biscuits de genre, t'inquiète pas, dans une ou deux saisons, ça va être important. Par contre, effectivement, et les gars, on en avait parlé un petit peu entre nous, moi j'ai vraiment pas aimé les 5 premiers épisodes, j'ai vraiment maté dans la douleur de vraiment, vraiment, mais oui d'accord, personne ne s'aime, personne n'est heureux dans ce monde, j'ai trouvé aucune originalité, et surtout j'ai trouvé ça très pauvre, visuellement c'est très très pauvre, la représentation de la magie, franchement j'allais dire un vilain mot, mais les fluides machin, les trucs blancs et tout, vraiment, je peux vous trouver là maintenant des fan-films, des séries sur YouTube qui sont largement au-dessus de ça, et selon les informations de mes deux comparses, apparemment ça a coûté le même prix que la saison 1 de Game of Thrones. Justement, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part dans la répartition de l'argent, ou alors c'est les 5, 6, 7, 8 derniers épisodes qui ont tout pris, parce qu'effectivement, Tarvalon, top, franchement, il y a du décor, il y a du costume, il y a un monde en fait, il y a un monde qui est régi par des règles qui lui sont propres, etc., etc., et que
j'ai un peu plus envie de découvrir ce monde-là, mais alors le reste c'est d'une pauvreté terrible, et je ne comprends pas comment des producteurs, on va dire, au sens très large, donc Amazon, qui ont mis 1 milliard de dollars américains sur la table pour avoir la licence Lord of the Rings qui arrive cette année, l'amuse-bouche du Seigneur des Anneaux qui arrive, c'est ça? C'est avec ça que vous êtes censé nous donner envie de regarder votre série AAA? Parce que si elle coûte aussi cher que celle-là et que vous en faites la même chose, ça va être un four monumental. Et c'est vraiment une incompréhension. Alors après, effectivement, saison 5, ils arrivent à Tarvalon, et pour moi, la série commence là, et pour le coup, contrairement à ce que j'ai pu vous dire récemment, les gars, j'ai trouvé ça très cool. Voilà, à partir de la saison 5, c'est cool, j'ai envie d'en savoir plus, les personnages, il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui font des choix, voilà, il y a du twist, il y a de l'action, il y a des trucs qui se passent. La toute fin, le combat final, on va dire, je suis beaucoup plus mesuré, mais bon, tant pis, ça c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais voilà, ce sentiment de grosse introduction de 5 heures, non, voilà, j'ai donné sa chance parce qu'on en parlait dans Spoilers, mais je sais si j'avais regardé par moi-même, j'aurais lâché bien avant, et je trouve ça terrible de faire 5 épisodes avant d'arriver à vraiment un truc où tu te dis putain voilà, c'est ça, et là où j'ai envie de regarder l'épisode qui suit, etc. quoi. Et je finirai sur, pour le coup, une qualité que j'ai découvert sur le dernier épisode. On a beaucoup critiqué l'application Amazon Prime pour regarder les séries dans cette émission. Moi je regarde un Chromecast mes séries, donc c'est sur l'application et je lance sur ma télé. Par contre je sais pas si vous avez remarqué, mais Prime fait ça, c'est des espèces de bonus. Vous avez des récaps de perso, je sais pas si tout le monde est au courant, il y a comment qui le découvre maintenant, mais il y a des récaps de perso, il y a des fiches perso dans les bonus, etc. Il y a je pense par exemple, j'avais pensé à ça et ça va vous faire écho les gars à l'épisode sur Dark. J'aurais adoré avoir ça à l'époque de Dark pour avoir de savoir où j'en suis, qu'est-ce que je suis censé déjà avoir compris, des bonus, j'ai pas compris ça, on m'explique. Et ça pour le coup, de lecture. Oui, c'est ça. Un peu des bonus infos utiles pour vraiment la série, au-delà de vous l'avez aussi vu dans Marie à tout prix et machin, tu vois, des trucs un peu concrets. Et voilà, je trouve une qualité supplémentaire à Prime. Je vous propose à présent de passer à The Witcher. The Witcher, donc qui est également une adaptation de roman, de par le fait, même s'il y a eu évidemment une trilogie de jeux vidéo extrêmement célèbre de CD Projekt il y a quelques années déjà. J'ai pas les dates, mais ça commence à dater un petit peu. 2015 pour le dernier. Si j'ai pas pour le dernier, voilà. 2007, je dirais, pour le premier. Mais un peu à la manière de Skyrim, que j'ai pu mentionner plus tôt, c'est vrai qu'il y a des fans absolus de The Witcher, et qui a lancé une hype ensuite sur les romans, etc. Et arrive cette série, la série sur Gérald de Rive, incarné par Henry Cavill. Je n'ai pas vu cette série, je vais être très honnête. J'ai vu l'épisode 1 et c'était pas pour spoilers à l'époque, et bizarrement, les 5 épisodes d'intro, The Witcher n'y a pas eu droit, mais c'est votre cas. Donc, qui a vu la saison 1 et 2, du coup, aujourd'hui, de The Witcher? Si vous me laissez partir sur The Witcher, on est là jusqu'à demain, donc c'est vous qui voyez. Mais allez, juste une écoute, ça fait que 1h25 pour l'instant. Vas-y, on a est le là. temps, t'inquiète pas. Au pire, on va se coucher, on te laisse et on reviendra pour la voilà, fin. je couperai l'enregistrement au bout de 6 heures. Non, effectivement, et moi je suis une grande fan en fait de Sapkowski et de The Witcher en particulier, donc voilà, je suis peut-être pas très objective sur ce qui a été fait. Excuse-moi de te couper, je suis désolé, mais est-ce que justement tu peux peut-être commencer par nous expliquer peut-être le côté dans tes domaines des romans, justement, peut-être cette origine, cette première pierre de l'édifice Witcher qui vient du coup des bouquins, quoi. Ouais, alors effectivement, donc The Witcher ou Le Sorceleur en version française. Alors ce sont des nouvelles et des romans donc de Sapkowski. Donc Sapkowski est un auteur d'origine polonaise en l'occurrence. Donc, de la fantaisie polonaise, on n'en a pas tant que ça, donc c'est bien aussi de valoriser ça. Et pourtant il y a des choses très sympas aussi. Et du coup l'histoire du Sorceleur, c'est donc voilà, l'histoire globalement de Gérald ou de Geralt, ça dépend comment vous prononcez, de Rive, qui est un sorceleur qui est globalement c'est un croisement entre un dératiseur et un chasseur de primes, si on veut synthétiser, qui évolue dans un monde qui s'appelle le continent, et globalement en fait il est payé par des gens, payé plus ou moins au lance-pierre d'ailleurs, mais pour les débarrasser de monstres et de créatures qui viennent piller les ressources, qui viennent manger le bétail, qui viennent tuer les enfants, enfin voilà, des choses absolument sympathiques. Donc on est là encore dans de la dark fantasy, donc un univers très sombre,
avec un personnage principal qui est pas un héros, au sens où oui, c'est le personnage principal, mais il n'est pas censé avoir des valeurs particulièrement héroïques, c'est-à-dire que s'il combat des monstres, c'est pour être payé. Sapkowski insiste régulièrement, de façon un peu lourde d'ailleurs, sur le fait que les sorceleurs, en fait, c'était des êtres humains, mais qui ont été modifiés pour en faire des mutants, pour avoir de plus grands réflexes, etc., mais que, par conséquent, par exemple, ils ont plus d'émotions, ou des choses comme ça. Bon, hein, ça, c'est une grosse absurdité, parce que Geralt, il passe son temps à avoir des émotions, mais voilà, c'est une idée qu'on a des surhommes, globalement, mais qui sont des mutants, donc qui sont aussi méprisés par la population, hein, parce que c'est des gens différents. Voilà, donc il y a un monde peuplé de créatures qui tuent un petit peu tout ce qui bouge. On a de la magie et on a des gros combattants à l'épée. Donc on est sur une fantasy qui paraît assez basique, mais malgré tout, on va avoir des personnages assez complexes, l'air de rien, si on s'arrête pas simplement aux descriptions que Sapkowski fait du physique de la magicienne Yennefer, hein, parce que on a bien compris qu'elle avait une très jolie poitrine, ça c'est bon, c'est bien détaillé, mais au-delà de ça, on a des personnages qui vont évoluer. On a 7 tomes, si je dis pas de bêtises, du Sorceleur, qui ont connu un grand succès en Pologne, qui ont été très vite traduits un peu partout dans le monde, et donc dont les droits ont été rachetés par CD Projekt Red, qui en a fait 3 jeux vidéo, dont le dernier, The Witcher 3 Wild Hunt, a été un énorme succès, accompagné d'ailleurs de plusieurs DLC, hein, plusieurs extensions, dont certaines ont eu elles-mêmes des prix comme des jeux indépendants, hein, tellement c'est des choses quand même assez conséquentes. Donc voilà, ça a créé une hype assez énorme. Netflix a décidé d'acheter les droits, sachant qu'il y avait eu un premier téléfilm polonais qui avait été fait en 2001. Ah, j'ignorais. Ouais, qui est... Bon, il n'a pas été traduit, il me semble, donc faut comprendre le polonais, mais mais qui est pas mal, qui est très différent, hein, dans l'esthétique. Voilà, si vous avez l'occasion de... Ça s'appelle, alors, je vais dire Wiedźmin, mais je ne parle pas polonais, donc ma prononciation est sûrement très mauvaise, donc toutes mes excuses aux locuteurs de polonais. Mais voilà, le souci étant que Netflix a prévu de faire plusieurs saisons, mais ils ont lancé une première saison en s'appuyant clairement sur le fait que le public connaissait déjà. Ce qui est un pari extrêmement dangereux. Ouais, clairement. Et ce qui fait que la première saison est très fourbe, parce qu'en fait, elle se construit sur 3 timelines, 3 chronologies différentes. On suit en même temps le personnage de Geralt, qui est donc le héros, le personnage de Yennefer, qui est cette fameuse mage brune qu'on voit dans la série, et le personnage de Cyrilla, qu'on surnomme Ciri, qui est la princesse de Cintra, la jeune fille avec des cheveux blonds, voire très blancs. On suit le parcours de ces 3 personnages jusqu'au moment où globalement ils se rencontrent à peu près tous les 3. Le problème, c'est que Ciri, c'est une jeune fille, une jeune adolescente, et donc elle évolue, je vais dire normalement, comme un être humain normal. Elle, sa chronologie, ça doit se déplacer sur quelque chose comme 2 semaines. Voilà, les 8 épisodes, ça doit faire 2 semaines à peu près pour Ciri. Par contre, pour Geralt et Yennefer, qui sont des personnages quasi mortels, en tout cas qui ont une très très longue longévité, eux, ils ont des chronologies qui s'étalent sur, je crois, 80 ans, quelque chose comme ça, et ils ne vieillissent pas. Donc, pour le spectateur, essayer de comprendre quand ça se situe, on a des indices, mais si vous repérez pas les indices, c'est mort, globalement. C'est comme ça qu'en fait, on a une scène, je crois que c'est dans le 2e épisode, si je dis pas de bêtises, de la première saison. On voit Yennefer qui assiste à un bal qui va être assez décisif, hein, dans son parcours, et on voit 2 enfants blondinés qui jouent, et il y a une reine qui dit au gamin qui est là, Foltest, arrête d'embêter ta sœur, etc. Et en fait, ce gamin qui est évoqué comme ça en passant et qui est pas re-questionné du tout dans la séquence, en parallèle, on le voit une fois adulte, donc globalement 40-50 ans plus tard, quand il est devenu roi. Et si vous n'aviez pas repéré que c'était le même prénom que le gamin évoqué dans le bal, vous n'avez pas compris que ça se passait pas à la même chronologie. Donc c'était risqué de la part de Netflix de le faire un petit peu comme ça. Ça passe bien au bout de 2 ou 3 visionnages à la limite, mais bon, faut s'acharner. C'est exigeant en fait, ça demande un public attentif, et c'est vrai que encore une fois Netflix
ça peut être des séries où on est sur le téléphone en même temps, etc. Donc ou qu'on va binge-watcher, etc. Donc forcément, c'est... Ce qui est pas mal, c'est qu'ils l'ont évoqué dans la saison 2, en fait. Dans la saison 2, il y a toute une séquence où il y a un personnage de marin, globalement, qui va aller voir le barde qui est un peu l'incarnation de celui qui crée des histoires, hein, donc c'est une figure de l'auteur dans le récit, et qui va lui dire « Oh, mais vous avez fait telle chanson, elle était pas bien parce qu'il y avait plein de chronologies en même temps, on comprend pas ce qui se passe. » Ah, du shadow lamping, non, c'est pas un truc comme ça? Quand on fait une blague sur son propre univers par rapport au monde extérieur? Lamp shading. Lamp shading, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est en gros, c'est adresser dans le récit un des défauts ou quelque chose qui peut être vu comme un défaut, et comme ça, on peut pas t'en accuser, quoi. C'est ça. Marvel fait énormément ça dans le MCU notamment, donc si c'est une blague comme ça peut passer, quoi. Guillaume, The Witcher. Alors, The Witcher, j'avais lu les bouquins. Ah. Quand j'étais jeune, puisque du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis vieux. Avant-hier. Voilà, c'est ça. J'avais bien aimé, mais j'en ai gardé que très peu de souvenirs, hormis voilà, un vague connaissance de l'univers. Je n'ai pas fait les jeux, malgré que ça puisse fortement m'intéresser. The Witcher 3 est arrivé à un moment de ma vie où j'avais décidé d'arrêter de faire des jeux aussi longs. Donc je l'ai pas fait. J'ai fait un peu, moi, personnellement, mais c'est vrai que déjà tu sens que c'est riche. Ouais, non, mais voilà, comme je m'intéresse quand même beaucoup à l'univers vidéoludique et tout, évidemment, j'en ai entendu parler, évidemment, j'ai pris connaissance de la hype du truc et de à quel point c'était devenu même effectivement une pierre importante dans la construction de l'open world moderne, notamment par son écriture. Mais donc j'ai attaqué la série en ayant très envie de l'aimer, en fait, parce que voilà, j'avais un vague souvenir comme ça des bouquins où je me disais que c'était assez cool dans mon souvenir, que le héros voilà, et effectivement ce côté un petit peu badass et tout, t'as envie de te dire que ça va profiter à des séquences d'action notamment qui peuvent être assez sympas, le côté chasseur de monstres et tout. Plus technologie moderne, tu peux te dire qu'effectivement il va y avoir des choses assez spectaculaires et assez sympas. Ce qui est assez cool, c'est que dans la fantasy, on va dire plus classique, on a tendance un petit peu à séparer en plus les archétypes de personnages avec le mage, le guerrier, le machin, le truc, et là la promesse un peu de ce personnage qui était à la fois un guerrier et qui maîtrisait les arts mystiques, dirons-nous, permettait aussi d'avoir comme ça une richesse visuelle qui pouvait être cool. Bon, il y a eu un premier test costume qui a révélé Henry Cavill dans le rôle du personnage qui a fait très peur à tout le monde, notamment avec sa perruque qui était très très sortie du sac d'où on l'avait acheté, je pense. Donc déjà on se disait ok, bon, et puis je pense que Netflix à cette époque commençait déjà à avoir un petit peu cette réputation de peut-être ne pas produire que des chefs-d'œuvre. Donc il y a eu un petit peu un premier truc, mais j'avais très envie de l'aimer. Je pense que des deux là dont on parle, celle-ci était celle qui était sur le papier la plus héritière de Game of Thrones, quoi, la plus à même de se dire ok, c'est bon, Netflix ils arrivent dans le game des séries fantasy un peu gritty comme disait Justine, et ils vont proposer quelque chose qui fera date, quoi. J'ai aimé la saison 1 sans plus. J'ai pas été le côté chronologique et tout, moi m'a plutôt amusé, on va dire, en tant que spectateur, parce que j'aime aussi le fantastique, j'aime les histoires de voyage dans le temps, etc. Donc il y avait presque ce côté un petit peu démêler la pelote qui m'avait plu. Il y avait, je trouve, des choix esthétiques qui étaient vraiment aux fraises, par contre, dans la représentation des costumes, des armures, des machins. Même des choix très étranges. Et c'est un détail, mais tout le monde en a parlé, sur notamment les lentilles d'Henry Cavill, au niveau de ses yeux. Là où sur le personnage de Yennefer, il colore ses yeux numériquement, chez Henry Cavill, il lui met des lentilles. Pour qui, pourquoi, on sait pas. Mais voilà. Après, il fait le job, il est charismatique dans la proposition qu'il fait de ce Geralt comme ça. Enfin voilà, il a un physique, hein, Cavill, il l'a montré avec Superman notamment.
J'avais envie de voir la suite parce que la série se termine sur le fait que Ciri retrouve enfin Geralt et voilà, l'histoire commence. Donc j'avais envie de voir la suite et j'ai été super déçu de la saison 2. Ouais, que j'ai vraiment peu aimé, à vrai dire. Parce que même si la chronologie est plus claire, j'ai trouvé que les interactions entre notamment Ciri et Geralt étaient vachement redondantes. On était dans du coup un peu ce schéma de l'apprenti qui doit du coup apprendre des choses mais qui a un petit peu de mal à le faire et tout ça, qu'on a un peu revu et je trouve qu'il est difficile à renouveler. Et là je trouve qu'ils le font pas beaucoup. J'ai été assez dérouté. C'est pas que j'ai pas compris, mais sur le moment j'ai pas réussi à accepter les enjeux qui étaient ceux de l'histoire de Yennefer, qui a fait des choix qui sont assez forts par rapport à son personnage et par rapport aux allégeances qu'elle a, mais qui moi m'ont laissé un petit peu sur le cul et voilà, j'ai pas peut-être que j'ai pas été aussi attentif, je sais pas, peut-être que le contexte de visionnage a joué, mais globalement j'en garde pas un super souvenir et je trouve que la fin là aussi pose les choses, des choses qui sont intéressantes pour la suite, mais c'est la fin quoi. C'est à la fin que les choses les parcours se retrouvent, les rôles se redéfinissent un petit peu et on voit un peu plus quel est l'enjeu général de la série, des personnages et de là où on va aller. Mais là pour le coup j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a eu toute une saison pour ça quoi. Donc voilà, et visuellement, c'est très sombre, quoi. C'est très sombre, il neige, tout est détruit, c'est très bleu, donc une variété qui m'a pas bluffé outre mesure dans les décors et dans les univers qu'on nous présentait quoi. Même la grosse nouveauté, et je pense que ce qui était très attendu par les fans, qui était du coup le château détruit des sorceleurs, m'a pas plus bluffé que ça, hormis le décor du laboratoire qui est assez exceptionnel, de par là tu sens vraiment qu'ils ont construit un truc énorme qui leur permet de faire des plans qui sont assez géniaux, presque zénithaux sur certains moments, où il y a vraiment du recul au niveau des salles et tout ça c'est assez sympa. Mais voilà, j'en oublie un peu. Je pense que ça fait pas si longtemps que je l'ai vu, mais la preuve étant que ça m'a pas marqué plus que ça. Mais il y a un discours qui est quand même intéressant, notamment avec le parcours des elfes, qui c'est très fort là pour le coup, qui est un traitement en plus qui est assez original par rapport à l'idée qu'on se fait des elfes dans une grosse partie de la littérature de fantasy, où on a souvent affaire à des personnages très nobles qui sont un peu au-dessus de tout, qui sont très fortunés, ou en tout cas qui sont immémoriaux comme ça, intouchables, et là on nous les présente vraiment comme un peuple soumis, brisé, qui est en quête d'un retour à une certaine autonomie et qui va faire des choix qui sont assez dramatiques pour ça. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Mais petite déception du coup que cette saison 2, j'avoue. Mais je pense que le fait que Netflix mette toute la saison d'un coup, c'est pas forcément positif pour une série comme The Witcher, tu vois. Pourquoi ? Parce que justement on a tout d'un coup, et bon, c'est peut-être que moi qui ai tendance à binger, mais voilà, du coup on regarde la série en un bloc, et pour la construction des personnages et notamment la relation entre Geralt et Ciri qui se fait sur beaucoup de nuances petit à petit, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de cette évolution. Alors que si on avait un épisode par semaine, je souffrirais, parce que je devrais attendre et je déteste ça. Mais je pense que on aurait un peu plus ce développement des personnages, notamment dans les subtilités des relations, sachant qu'en plus le Geralt c'est un personnage qui parle pas énormément. C'est pas facile de lui apporter un peu de subtilité. Donc voilà, je pense que c'est vrai. Voilà, le fait de tout mettre d'un coup, c'est pas forcément positif. Je sais pas. C'est vrai que les personnages ont le temps de mûrir en fait. Ont le temps de grandir en nous aussi. C'est un des problèmes d'ailleurs de diffusion. De toute façon, tu parlais Guillaume que The Wheel of Time t'avait fait ça. Enfin, t'avais eu le temps de digérer et d'avoir très envie de voir l'épisode d'après, ce qui était le schéma de diffusion classique il y a pas si longtemps, et
C'était le truc de base, mais ouais, effectivement. Break, toi, t'as vu The Witcher ou pas? Oui, j'ai vu The Witcher. Alors. Bah moi, je suis un peu presque l'exact inverse de Guillaume. C'est que moi, j'ai pas lu Waouh. les bouquins, mais j'ai joué au jeu. Et Ah. donc j'ai découvert la série, ça avait un peu influencé ma perception de l'univers de The Witcher, je le connaissais du coup qu'à travers ces jeux. Et au départ j'ai été assez déçu par les premiers épisodes, dans le cas de la saison 1, principalement déjà au niveau visuel, parce que les jeux, surtout le 3, ont un style assez fort et une approche assez marquée, qui est pas du tout celle de la série, en tout cas dans ses premiers épisodes, avec les problèmes que tu as déjà mentionnés, Guillaume, et je trouvais que la série faisait étrangement cheap par moment, alors que d'autres non. Et on commence par, et je crois qu'il y a un espèce de combat contre un monstre dans la toute première scène. Dans le Et le premier marécage, épisode, ouais, c'est ça, qui est pas mal. Et après, le premier épisode se termine avec enfin, il y a un combat dans une ville avec un autre personnage, j'ai oublié son nom, mais qui ressemble là, par contre, ouais. On est plus dans une série des années 90, quoi. On est dans une chorégraphie à la Buffy. Enfin, d'un coup, je suis genre, mais c'est la même série ou un peu perdu. Et en plus, ce qui a continué après en progressant dans la saison, je trouvais que elle était vachement moins bien écrite que le jeu, justement. Parce que The Witcher 3, par exemple, c'est un jeu qui est très très bien écrit. Genre vraiment dans ses dialogues, dans ses rebondissements, dans son approche peut-être de la fantasy, en tout cas de moi ce que j'en connais. Il y a des subtilités, il y a des vraies surprises, et je trouvais que ça manquait un peu dans cette première saison. Je pense, moi, c'est une scène que je repense toujours dans The Witcher 3, c'est au tout début. On croise un personnage qui nous dit, ouais, on m'a chassé de chez moi parce que je suis un monstre. Et Geralt, il est, ouais, bah ouais, moi aussi, on me dit que je suis un monstre, t'inquiète pas, voilà. Et en fait, on lui parle et on comprend qu'en fait, c'est parce qu'il est homosexuel. C'est pas du tout un loup-garou, voilà, comme on peut penser au départ. Et ça m'a manqué un peu d'avoir ce côté un peu malin, peut-être, par moment, dans la série. Même si j'ai accroché à Henry Cavill et particulièrement à, alors je n'ai pas envie d'écorcher son nom, mais Anya Charlotra, je crois celle qui joue Yennefer, je trouve qu'elle est très bien, j'aime vraiment bien cette actrice et je trouve que le personnage est bien traité. Toujours est-il que j'avais ces réserves-là, en plus de la question de la triple temporalité, qui est effectivement pas toujours très bien indiquée, qui aurait pu être un peu plus renforcée, mais en plus je trouvais qu'on jouait pas assez avec à la rigueur. Moi, j'ai accroché aux séries avec Lost, en fait, et donc j'aime bien quand les séries me bousculent, jouent vraiment, que ce soit vraiment ludique, ce genre de chronologie. Et là, il y a peut-être pas assez ça, quoi. C'est juste, bon, bah, on a 3 personnages qui ont des choses à faire sur 3 époques différentes et à se rejoindre à la fin. On va se démerder pour que ce soit clair, mais ça manque un peu d'un truc en plus. Et par contre, j'ai bien apprécié la saison 2, justement parce que les enjeux sont plus resserrés, que les personnages se croisent maintenant, se rencontrent plus. J'ai bien aimé, moi, au contraire, la relation entre Ciri et Geralt. Je l'ai trouvée assez attachante avec ce personnage qui voulait pas être père, qui voulait pas avoir à remplir ce rôle-là, mais qui se retrouve à le faire, et aussi avec les enjeux que ça développe. En plus, la série, contrairement à beaucoup de séries Netflix, essaie quand même de raconter des choses à l'échelle de l'épisode. Tu vois, dans les 2-3 premiers, Geralt va croiser des proches ou des anciens amis qui vont avoir un rapport à la monstruosité et qui vont faire écho à ce qui va se passer avec Ciri en fin de saison. Ça amène un certain nombre de choses qui reflètent un peu le développement du personnage, donc c'était plutôt bien écrit, plutôt malin. Et j'ai bien aimé aussi un truc que, alors je sais pas à quel point c'est présent dans l'œuvre de base, mais dans les jeux, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve pas mal du folklore, le folklore slave qui est traité d'une manière un peu originale, qui est appropriée, et justement qui s'écarte un peu de la fantaisie occidentale classique. Il y en a un petit peu, ouais, dans les romans, on peut dire ça, ouais. Voilà, et du coup, c'était relativement absent de la première saison, et là, dès la deuxième, on a un côté très conte quand ils vont chez cet ancien ami de Geralt qui a été transformé en bête. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Et ensuite, on a même carrément la Baba Yaga qui est là, quoi. Donc, avec sa maison, les pieds de poule, voilà. Et donc, ça, j'ai apprécié. Et donc, finalement, j'ai plus accroché à cette deuxième saison, tout en ayant des réserves. Moi, encore une fois, un peu sur l'aspect visuel, je trouve que la mise en scène de la série reste assez pauvre, avec du steadicam à tout va. J'aime pas trop l'esthétique numérique, même s'il y a quelques effets spéciaux, surtout dans le dernier épisode, qui marchent pas mal au niveau des monstres, quand Geralt en combat quelques-uns. Après, voilà, globalement, ça m'a plu, même si j'ai trouvé qu'il y aurait pu peut-être avoir que la saison pourrait être plus remplie en événements, et je me demande aussi si c'est pas une série qui aurait besoin peut-être d'avoir des saisons de 12 épisodes plutôt que de 8, si je me trompe pas, pour être un petit peu plus dense par moment. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai apprécié cette deuxième saison. Tu parlais de l'esthétique de conte qu'on retrouve dans la saison 2 avec justement ce personnage une structure qui est clairement une réécriture de La Belle et la Bête, hein, en fait, et
c'est des éléments qu'on a dans les romans. Et en fait, il y avait déjà ça dans la première saison. C'est juste que ils l'ont tellement passé sous silence que notamment si t'as pas lu les romans, c'est pas facile de se rendre compte. Dans le tout premier épisode, Geralt rencontre une princesse qui est devenue une guerrière qui a fui globalement le monde qui a fui son royaume et qui est entourée de donc une princesse qui a fui dans la forêt et qui est entourée de 7 guerriers ou 7 gnomes ou 7 nains selon les traductions. Et en fait, c'est donc clairement une réécriture super dark de Blanche-Neige et les 7 nains, qui est clairement mise en évidence dans les romans. C'est des choses avec lesquelles ils ont joué très facilement dans les jeux, avec toutes ces références à plein d'autres contes ou à plein d'œuvres de fantasy, à plein d'éléments du folklore slave, etc. Ils se font vraiment plaisir avec ça. Et effectivement, en tout cas dans la première saison, t'as l'impression que je sais pas s'ils ont pas osé ou ils ont voulu montrer que c'était quelque chose de plus adulte et du coup ils ont effacé tout ce qui pouvait être associé trop au conte et ils ont plus embrassé ça dans la saison 2 et je trouve que voilà, effectivement ça marche, il y a plus de second degré en plus, ça fonctionne pas mal. Par contre, j'ai un reproche collectif à faire parce qu'on parle de The Witcher depuis tout à l'heure et on n'a pas mentionné le nom de Jaskier une seule fois alors que c'est un des gros intérêts aussi de cette série, donc voilà, l'honneur est rétabli. Super. Je vous propose qu'on termine avec justement les séries qui arrivent. Enfin les séries, non. 2 principalement qui arrivent, le retour de 2 immenses franchises, évidemment, et 2 franchises qu'on a déjà mentionnées. Donc, Le Seigneur des Anneaux arrive sur Prime, voilà. Prime a mis des centaines et des centaines de millions de dollars sur la table pour l'avoir. Ils l'ont eu. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? A priori, ça part sur septembre 2022. Début septembre, ouais. Si lointain, hein. Vous êtes comment, vous êtes plutôt enthousiaste, plutôt frileux, ou comment on se sent là ? Moi, je suis terrifiée. Terrifié. C'est pas excessif en plus comme terme, c'est ça qui est bien. Ouais, non, un peu, ouais. Et puis, ce qu'ils ont fait de The Wheel of Time, effectivement, ne me rassure pas plus que ça, en fait. Moi non plus, hein. Ça n'étonnera personne. Bah oui, non mais surtout que là, ils peuvent pas se manquer, quoi. Les fans de Wheel of Time ont peut-être été anéantis par cette adaptation. Là, si c'est les fans de Seigneur des Anneaux qui sont anéantis, ça va être autre chose, quoi. Il y a 2 enjeux en particulier, je pense aussi, c'est que le premier, c'est par rapport justement au film Le Seigneur des Anneaux, qui sont aussi la manière dont beaucoup de personnes connaissent cet univers. En tout cas, c'est leur représentation visuelle de la Terre du Milieu dépend des films de Peter Jackson. Moi, je m'interrogeais aussi pas mal sur le traitement visuel qu'allait avoir cette série. Maintenant, on n'a eu qu'une seule image pour le moment. Et d'après les dernières nouvelles, alors on s'inscrirait vraiment dans la continuité en fait des films, puisque John Ho, donc qui travaillait déjà sur les films, fait les designs, enfin une partie en tout cas des designs de la série. Howard Shore est en négociation pour composer la bande son. Peter Jackson dit qu'il y aurait vraiment, apparemment il cherche à être dans la continuité, ce qui est, je sais pas si c'est un bon choix en fait, parce que oui, il y aura une certaine familiarité, ça aura peut-être été l'occasion de faire quelque chose de différent aussi. Après, il faut se dire aussi que le traitement visuel des films des années 2000, du début des années 2000, c'était aussi lié à la mise en scène de Peter Jackson, qui est hyper spécifique, hein, qui a un style hyper reconnaissable. Donc là, on va avoir finalement cette esthétique sans sa mise en scène, même si on a Juan Antonio Bayona, je crois, qui a réalisé les 2 premiers épisodes, donc est quand même quelqu'un qui est assez bon. Donc il y a cet aspect-là sur lequel je ne sais pas trop. Enfin, on peut pas trop savoir ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a une direction qui a été prise. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait qu'en fait, donc ça se passe durant le 2e âge, je crois, de la Terre du Milieu, d'après les premiers retours. Donc, avant le Seigneur des Anneaux, après la chute du maître de Sauron, qui est Morgoth, et donc on a un certain nombre d'événements très importants pour la Terre du Milieu pendant cette période, avec notamment la montée en puissance de Sauron, la chute de Numénor, enfin plein de moments importants. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est des événements qui sont décrits principalement vers la fin du Silmarillion, si je ne m'abuse, dans les Anneaux de pouvoir, etc. Et c'est un texte qui est écrit par Tolkien sur le mode du texte historique ou du texte sacré, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dramatisé, c'est pas des récits du type romanesque où on va avoir des scènes, des dialogues, des personnages qui sont caractérisés, ce qui fait que quand on va procéder à l'adaptation, là ça va être aux auteurs de la série de tout faire, c'est-à-dire ils n'ont pas une vraie base, ils n'ont pas un roman adapté. Il va falloir en faire un truc d'action presque, ou de l'adapter à ce que la série doit raconter, quoi. Voilà, ils ont 40 pages de résumé, c'est comme si tu prenais un bouquin d'histoire, tu dis ok, maintenant je transforme ça vraiment en récit, et c'est le travail qu'ils doivent faire. Or les showrunners sont quasiment inconnus.
On a quelques personnes intéressantes. Parmi les scénaristes, il y a Jennifer Hutchinson, qui est quelqu'un qui a travaillé un peu sur Better Call Saul, sur Seigneur des Anneaux. On a un scénariste qui a écrit des épisodes pour Les Sopranos, mais on sait assez peu de choses en fait au niveau des choix narratifs qui ont été faits. Donc ça, par contre, ça me fait très très peur. En fait, c'est vraiment comment tu peux aborder l'œuvre de Tolkien comme ça et inventer en fait des choses dans le cadre de l'univers de Tolkien. Sans justement une base établie au préalable, quoi. Bah, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fortement intérêt à reprendre l'esthétique de Peter Jackson, hein, justement. En fait, c'est ce que je disais, ils peuvent pas se manquer. Si vous décidez d'avoir votre propre esthétique, très bien, mais justement dans la fantasy, ou peut-être, enfin, je sais pas, c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est très codifié, ou en tout cas, Peter Jackson, tu dis c'est une mise en scène très particulière. Oui. Mais c'est devenu l'étalon de mesure, et c'est devenu l'étalon de mesure de beaucoup de séries, de films fantasy par la suite. Je fais un parallèle qui n'a peut-être rien à voir, mais moi ça m'a évoqué ça. Harry Potter 1 et 2, Chris Columbus, esthétique ultra codifiée d'Harry Potter. Le 3e, c'est Alfonso Cuarón qui est arrivé. On se souvient peut-être plus parce que ça fait 20 piges, mais Alfonso Cuarón, il s'est fait lyncher pour sa mise en scène de Harry Potter épisode 3. Or maintenant, plein de gens adorent la mise en scène d'Alfonso Cuarón. Bon, mais moi là, je vais y aller. Je pense qu'il devrait... Oui, mais je pense qu'il devrait reprendre, pas tel quel, il faut apporter de l'originalité, il faut apporter autre chose. Ça se passe très très longtemps avant, mais trop tendu, quoi. C'est le Seigneur des Anneaux, quoi. J'ai envie de te rappeler que Peter Jackson, il a suivi la même ligne directrice et la même esthétique dans la trilogie du Hobbit. Et on a vu ce que ça a donné. Merde, elle m'a eu. Non, il a fait des choix techniques comme le 48 images par seconde, idée de merde, et peut-être qu'ils referont pas cette erreur-là. Non, t'as raison. Ok, d'accord. Ok. Non, mais au-delà de l'esthétique, le Hobbit, on va pas digresser sur le Hobbit, mais le projet du Hobbit est aussi particulier dans l'arrivée de Peter Jackson en pompier de service aussi, quoi. Enfin. Mais le Hobbit, ça partait pour être beaucoup plus original que le Seigneur des Anneaux, justement. Il y avait Del Toro, si j'ai pas de bêtises, qui était il a consacré 2 ans de sa vie à faire ça. Il a fini par se barrer. Il a déménagé. Une autre co, Capture Mag, qui fait un épisode sur Peter Jackson, il parle de la création du Hobbit dessus, c'est extrêmement intéressant. Bref, je divague, mais toujours est-il qu'il y avait cette volonté d'apporter ne serait-ce qu'un peu d'originalité, et finalement ils se sont dit non, on va rester Peter Jackson, et il s'est dit je vais faire toutes les erreurs que j'ai pas fait dans la première trilogie. Comme ça, on pourra pas me reprocher de pas avoir tenté des trucs, quoi. Et du coup, c'est intéressant que tu rappelles Del Toro, enfin la participation de Del Toro au projet Hobbit, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il soit allé chercher Bayona, qui est un poulain de Del Toro. C'est un gars qui a été repéré par Del Toro, que Del Toro a aidé. Donc, c'est curieux. Après, il faut savoir aussi qu'il a déjà travaillé à la télé. C'est lui qui a fait le pilote de Penny Dreadful. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être aussi déjà de l'expérience. Et Jurassic World aussi, hein, vraiment, s'il faut bien mentionner. Vous me rassurez pas forcément, les mecs, là. Non, mais c'est pas fait pour. Si tu veux être entièrement rassuré, j'ai vu tout à l'heure, je dois vous partager ça parce que j'ai trouvé ça assez drôle, que la réalisatrice de 2 des épisodes s'appelle donc Charlotte Brandstrom, et a réalisé des épisodes de Julie Lescaut. Oh merde. Donc, on l'a pas vu venir. Le point Julie Lescaut de l'épisode, on l'a pas vu venir. Mais elle a fait aussi des épisodes de The Witcher, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que cette filmographie? Jolie carrière. Je respecte, ouais. Waouh. Quand t'as fait tourner Mousse Diouf et Henri Cavill, c'est que t'as une carrière, mon pote, pas mal. Mais bref. En fait, bon, de toute façon, on va pas faire très très long dessus. On ne fera qu'attendre. Ce qui est sûr, Justine, si ça t'intéresse, on te réinvite d'ores et déjà pour l'épisode sur la série du Seigneur des Anneaux. Ce sera déjà avec plaisir, parce que ça nous intéressera aussi d'avoir ton point de vue médiévaliste sur ça et fan, hein, si j'ai bien compris, du Seigneur des Anneaux. Et également autre licence, franchise. Qu'on a déjà mentionné bien sûr, c'est Game of Thrones avec House of the Dragon. Ça partait sur plein de spin-offs, et en fait non, et en fait oui, et en fait oui mais non, voilà. Donc c'est pour 2022 également. Où on en est, Guillaume? Où est-ce qu'on en est sur House of the Dragon? Effectivement, c'est pour cette année que les premières images un peu plus longues que juste 2-3 teasings ont commencé à être postées sur les réseaux. Donc on commence à avoir une vision de ce que va donner cette série qui
pourrait être une série à plusieurs épisodes, à plusieurs saisons et pas une mini-série. Pour l'instant, ils en savent pas grand-chose. Je pense qu'ils attendent un petit peu de savoir aussi où ça va aller en termes de succès. Effectivement, il y avait 5 projets en réflexion. Il y avait même un pilote qui avait été tourné pour une série intitulée The Lone Knight avec Naomi Watts, notamment dans un rôle important qui se serait situé 10 000 ans dans le passé de l'univers de Game of Thrones. Bon, ils ont choisi finalement de valider House of the Dragon, hein, qui va se situer en fait juste avant Game of Thrones, hein, quelques décennies avant. 200 ans, je crois, quelque chose comme ça, non? Ouais, quand même un peu avant. Quand même un petit peu avant. Et de ce qu'on en voit, ils ont un petit peu repris, on va dire, toutes les images iconiques de ce qui avait pu plaire dans Game of Thrones, on va dire, pour un petit peu les fans du front, c'est-à-dire le trône de fer, en mode... Non, mais dans le sens où, du coup, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce qu'on peut voir. Le trône de fer en mode plus, un peu dark, avec beaucoup plus d'épées que ce qu'on a pu en voir, beaucoup de Targaryens avec des cheveux blonds, la promesse de beaucoup de dragons, puisqu'à un âge où ils sont beaucoup moins disparus que du coup dans Game of Thrones, et un projet qui du coup va un petit peu donner un éclairage sur l'histoire de cette famille. Derrière, on va retrouver des gens qui ont œuvré sur la première série, hein, notamment Sapochnik, qui était du coup le réel de la bataille des bastards, voilà, l'épisode bien connu. Donc il y a des petits noms comme ça qui rassurent un peu, on va dire. Après, ouais, moi ce que j'en dis, c'est que c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Finalement, on a vu assez peu de choses. Il va falloir voir sur pied. Il y a quelques acteurs assez sympas dedans, notamment Matt Smith, Rhys Ifans, etc. Je savais pas Rhys Ifans. Ouais, qui jouera le personnage de la main du roi, a priori. Qui jouera Xenophilus Lovegood physiquement, et puis... Mais moi, ce que ça me fait dire par rapport à notamment, enfin, du coup, à ce spin-off de Game of Thrones dont on savait qu'il y aurait un truc de développé, qu'ils allaient pas lâcher l'affaire comme ça, et au Seigneur des Anneaux qui arrive, c'est que quand même aujourd'hui, on a l'air de pas être, en tout cas sur les grosses franchises qu'on attend, dans une originalité folle, quoi, et que on capitalise déjà un peu comme on peut le faire au cinéma sur de la nostalgie et des choses qui ont plu, et donc j'espère que du coup House of the Dragon va réussir à se distinguer parce que pour l'instant globalement le schéma risque d'être relativement similaire dans ce qu'on sait de la série, quoi, c'est-à-dire ce côté très politique avec un soupçon évidemment de surnaturel, mais des intrigues de cour et de famille et de coups bas et de gens qui un peu sont un peu de la même famille mais sont des bisous quand même, quoi. Donc ça sent effectivement beaucoup le fanservice, malheureusement. Après c'est chapeauté par Martin, il a beaucoup écrit dessus, enfin il y a un matériel qui est existant, donc ils ont pas non plus créé le truc exprès pour en faire une série. C'est pour HBO Max, hein. Je sais pas si on l'a dit. C'est pas pour HBO, la chaîne de télévision. Ouais, c'est pour la plateforme, effectivement, ouais. Donc peut-être que l'ambition n'est pas la même, et peut-être que là il faut capitaliser très très vite aussi, quoi. Parce que je disais, hein, moi j'ai très peur que ça fasse fanservice avec les 8 saisons qu'on connaît, tu vois, ils vont faire des liens de on sait pas comment, il y a déjà des théories qui existent sur Bran et le roi fou, etc. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Clairement, il y a une démarche industrielle derrière avec l'ambition d'alimenter une plateforme qui va se lancer mondialement en 2022, et voilà, tout comme effectivement il y a des séries d'ici qui sont en train de se monter. Enfin voilà, c'est sûr, hein, ils cherchent des IP qui sont reconnus et qui peuvent attirer des gens. Alors nostalgie, on va rester là-dessus avec Disney+, également, qui relance Willow, donc qu'on a déjà mentionné encore une fois. C'était un film de qui de... J'ai pas envie de dire une bêtise. Ron Howard. C'était Ron Howard, ok, j'ai eu peur de dire une erreur, mais donc... J'ai Ron Howard de la belle époque. Oui, là depuis... Bon. Effectivement, donc voilà, hein, licence Lucasfilm. Oui, c'était plus pour le clin d'œil, parce que c'est un petit peu sorti comme ça, il y avait eu des rumeurs il y a 2 ans, et puis finalement la série a été concrétisée l'année dernière assez tardivement. On n'en sait pas grand-chose, hormis que ça sera une suite au film avec le retour de Warwick Davis dans le rôle titre. Voilà, on va se retrouver avec une
ce qu'on appelle une legacy sequel, très certainement, c'est-à-dire une suite qui fera intervenir à tout un nouveau casting de jeunes héros, mais dont on fera des injections très certainement de personnages emblématiques qui transmettront le flambeau. Mais comme je le disais au début de cette émission, Willow, ça fait partie des univers qui m'ont un petit peu marqué étant petit, donc j'y retournerai avec plaisir. On verra ce que Disney Plus est capable aussi de faire dans cet univers-là, parce que finalement, ça sera après le super-héros et le Star Wars, on va dire, pour pas dire la science-fiction, mais ça sera la première fois qu'ils vont créer du live-action de fantasy un peu moderne, en tout cas avec les moyens Disney+, enfin, qu'ils peuvent mettre pour Disney+, hormis animation. Et qui n'évoque rien aux jeunes générations, hein, Willow. C'est vraiment à l'ancienne pour les jeunes. C'est vrai. Donc à voir. On est très très loin quand même, je pense, de l'attente générée par Game of Thrones et par House of the Dragons et Lord of the Rings, clairement. Et puis sachant qu'en 2022, on attend aussi un spin-off de The Witcher, donc Blood Origin, un spin-off de Vikings qui s'appelle Valhalla. Voilà, c'est une année qui va être chargée de mon côté, je vous cache pas. Grosse année dans le domaine, effectivement. En tout cas, les studios essaient de capitaliser sur cet intérêt. On verra après si la qualité suit, quoi. C'est ça la question. Tout le monde va dans le même, accroche son petit wagon à la suite, et nous aussi on veut faire avec du fantastique, c'est ça, je comprends. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Merci beaucoup Justine pour de nous donner ton temps, c'est très précieux pour nous de t'avoir dans cet épisode, donc c'était très cool de parler de tout ça. Évidemment, toujours ce regret de pas pouvoir faire encore plus long, de pas parler de tous les exemples, mais voilà, je pense qu'on a fait quand même une petite liste et on a fait un petit tour de table sur pas mal de choses, donc voilà, je suis très content et je suis sûr que le petit comparse également. Est-ce que tu as un ouvrage que tu as publié récemment, quelque chose, si nos auditeurs et auditrices veulent suivre ton travail, vers quoi est-ce qu'ils doivent se diriger? S'ils ont été passionnés par ma façon de décrire la fantasy. Cette année, j'ai notamment... Enfin, cette année, non, on est en 2022. Donc, l'année dernière, j'avais publié un bouquin chez Vendémiaire sur le film Sacré Graal des Monty Python. Mais si vous êtes plus spécifiquement intéressé par les séries, et si vous êtes ici, je pense que c'est le cas, je vous renvoie vers les travaux que j'ai pu publier, notamment avec un collègue historien qui s'appelle Florian Besson. Et on a publié notamment un livre sur Kaamelott qui s'appelle Kaamelott, un livre d'histoire, publié en 2017, et un autre bouquin sur Game of Thrones, cette fois, qui s'appelle Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones. Et ça, c'est paru en 2020, en pleine pandémie, donc c'était top. Voilà. Si ça vous intéresse, ça parle de fantasy, de médiévalisme et beaucoup de séries, donc voilà, il y a du potentiel. Super. Merci les gars également pour votre participation. Autopromo encore une fois, le calendrier de la vente de Guillaume qui est disponible, enfin de spoilers évidemment, mais que Guillaume nous a fait avec grand plaisir, qui est dispo sur le Twitter et sur évidemment vos applis de podcast préférés évidemment. C'est ça. Et de toute façon, Twitter reste notre réseau social principal avec Instagram pour toutes nos petites infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et n'hésitez pas à donner votre avis évidemment sur vos attentes, vous aussi, sur du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y a 2-3 fans parmi nos auditeurs et auditrices qui sont plutôt impatients de toutes ces séries House of the Dragon, et pourquoi pas Willow aussi, si c'est votre cas. En attendant, portez-vous bien, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Spoilers. Salut tout le monde. Salut, encore merci. Salut.